Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous appelez clairement à la révolte ? D'abord, je voudrais souhaiter bon anniversaire à ma grand-mère, qui a 98 ans. Voilà, que j'appelle maman Marie. Je lui fais un gros bisou. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Carousel passe son temps aussi à critiquer Jean-Luc Mélenchon, donc on s'en sort plus. Voilà, est-ce qu'on peut arrêter ça ? Est-ce qu'on peut arrêter ça ? Et quand vous leur dites ? Et qu'un tel, j'en ai ras-le-bol, voilà. Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Macron ! Putain ! Explosion ! Vous sortez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous avez vu comment vous traitez vos invités ? Oh mais vous êtes une victime. Cette femme a un boulard immense, elle est scientifique, alors qu'elle n'a pas... Vous faites attention. Mais vous savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue, en fait. Les plus jeunes vont me dire, eh ben, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Okay, let's go. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve en ce dimanche 28 janvier pour une nouvelle émission de Minerva. Une émission où on prend du temps pour parler un petit peu entre nous, entre militantes, entre militants, entre personnes qui veulent peut-être un petit peu changer le monde. Il faut bien se l'avouer. On en a bien besoin. La semaine dernière, nous faisions le bilan de l'année 2023. Et pour cette émission, on va mettre les deux pieds en plein de 2024, qui, petite parenthèse, saviez-vous, sera l'année du dragon, voilà, dans le calendrier chinois, donc une année qui s'annonce explosive. Et donc on va prendre le temps de parler de l'actualité brûlante, de l'actualité politique. On sort du bilan pour vraiment aller dans la rue avec nos chers agriculteurs et agricultrices. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de la ministre de tutelle de Basile, ici présent, bien sûr, d'Amélie Oudéa-Castéra. C'est une évidence. On va parler de l'IVG dans la Constitution. On va parler de la loi immigration. Donc restez avec nous pendant ces 7 heures, ces 2 heures. On verra combien de temps ça dure. Mais petite parenthèse un petit peu pour définir l'émission, parce qu'on me demande très souvent quelque chose. Si Minerva était un Pokémon, qu'est-ce que ce serait comme Pokémon ? Alors, on aurait pu vous répondre un Bulbizarre, parce que on est très chatoyant et très bizarre. C'est vrai. Mais si Minerva devait être un Pokémon, ce serait un Hoot, bien sûr. D'abord parce qu'il est quand même super classe. Et puis surtout parce que la petite chouette peut évoluer vers un majestueux Noirfang. Vous y verrez la métaphore que vous voulez. Alors, on est parti pour cette émission. Comment ça va déjà, Basile, en cette 3e semaine de classe harassante avec tes élèves ? Salut, bah écoute, ça va, fatigué, mais comme souvent. Mais non, sinon ça va, plutôt tranquille malgré une actualité toujours remplie de choses très anxiogènes, comme d'habitude, hein. Malheureusement, ça devient un peu monnaie courante, mais bon, on fait avec. Et puis c'est bien aussi d'être là pour un petit peu débriefer, en parler, essayer d'en dégager des perspectives. Et on a de quoi parler, mais on reviendra vers ta ministre J'ai hâte. dans quelques instants. Ah, Aveline, comment ça va Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu dans cette émission. Comment ça se passe à Tours ? Alors, la place Plume est toujours aussi animée ? Bah écoutez, ça va bien à Tours. On n'a pas eu du tout de neige, contrairement apparemment à tout le reste de la France. Du coup, voilà, il fait quand même frais, mais il fait suffisamment bon pour que les flamants roses du jardin botanique soient toujours dehors. Donc ça va plutôt bien de notre côté. Et comment va ce bon vieux éléphant, là ? Notre éléphant ? Il n'y a pas un éléphant empaillé au milieu de Tours, un truc comme ça ? Si, c'est un des plus gros éléphants empaillés de France. Je crois que c'est le dernier d'ailleurs. Bah écoute, il va bien. Il est toujours derrière sa vitre, en face de l'un des plus beaux arbres de France aussi, qui est un cèdre du Liban, qui a un truc genre 500 ans, quelque chose comme ça, dans la cour intérieure du musée des Beaux-Arts de Tours. Tout à fait.
Eh ben, en tout cas, on lui souhaite le meilleur pour cette année 2024 à ce magnifique éléphant. Alors justement, je vous propose qu'on commence un petit peu à discuter justement du premier sujet qui est Amélie Oueda Castera, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Donc depuis quelques semaines, elle a réussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, l'exploit de faire mieux que Bourdieu en l'espace de 3 semaines pour nous apprendre un petit peu les ficelles de la reproduction sociale. Alors, première question, elle va un peu plus vers Basile, puisque c'est ta ministre officielle, ta généralissime. Comment vous le sentez, vous les profs, cette nouvelle ministre? Ça va? Disons que, j'ai plus le timing en tête, mais les premières affaires sont sorties quoi, le jour même ou le lendemain de sa nomination. Enfin, ça a été quand même un rythme assez effréné. Et donc oui, je pense que tous les profs sont à peu près sur, en tout cas que je connais, sont à peu près sur cette même ligne, d'être assez effarés par cette ministre. Déjà, le simple fait au départ qu'on nous apprenne que l'année des JO, la ministre des JO, donc des sports et des JO olympiques, enfin des Jeux olympiques et paralympiques, allait être la ministre de l'Éducation suite à un Premier ministre qui a quand même dit que l'éducation était la priorité. Bon, maintenant c'est devenu les agriculteurs, voilà, c'est mais ça, ça va vite. Hein. C'était quand même la priorité au départ. Bon, ça aura tenu ce que ça aura tenu. Mais oui, enfin, les affaires successives ressortent. Alors, j'avoue que en salle des profs, quand tu commences à lancer les collègues sur le coût du privé, comme, faut quand même dire les choses, il y a beaucoup de profs qui mettent leurs enfants dans le privé. Du coup, ils sont un peu en mode, oh oui, oui, bon, ça, elle fait ce qu'elle veut. Après tout, bon, elle est libre. Mais c'est vrai que tout le reste, puis surtout la façon qu'elle a eu d'en parler, enfin, moi, j'aime beaucoup, je cite à tous mes collègues, je crois que c'est un tweet de Guillaume Meurice que j'ai beaucoup aimé, quand elle a dit que sur l'école publique, qu'elle croyait à l'école publique, et elle a dit ouais, elle est croyante mais pas pratiquante. C'est ce que j'aime beaucoup. Et voilà, je pense que c'est vraiment une impression globale de se dire mais enfin qu'est-ce que c'est que cette ministre voilà, je sais pas quoi dire d'autre quoi. Enfin toutes les affaires puis qui s'accumulent à chaque fois des nouveaux trucs et puis un discours quand même très vite, très insultant, très méprisant, qui sous-entend, qui était déjà chez Macron, mais que les profs sont absents, que les profs travaillent pas assez, etc., etc. Donc oui, c'est un peu, ça commence bien, on va dire. C'est une belle entrée en scène. Toi, Armeline, est-ce que tu as un regard sur cette nouvelle venue? Pas tout à fait nouvelle venue. Micro-parenthèse. On avait passé un extrait dans cette émission d'elle, qui est un extrait formidable, parce que déjà à l'époque, je trouvais qu'elle symbolisait vraiment cette espèce de mépris bourgeois, parce que c'est l'extrait, je pense que les gens ont dû le voir, mais où elle dit oui, les étudiants devraient être, je serais un étudiant, moi je serais extrêmement fier de donner mon appartement pour les Jeux Olympiques. Enfin voilà, elle fait tout un discours en disant ouais 50 balles c'est pas si mal et tout ça. Enfin bon. Et pardon, du coup Hermeline, est-ce que toi tu portes un regard un peu sur cette nouvelle ministre, ou même d'ailleurs sur le remaniement en général, parce que... Je pense que cette ministre, comme le remaniement, c'est à l'image de ce qu'il prévoit, c'est-à-dire qu'il y a des chantiers politiques qui sont en train d'être mis en place. Le chantier politique qui concerne l'éducation n'est vraisemblablement pas celui qui intéresse le gouvernement, puisqu'on met quelqu'un qui n'y connaît rien, mais qui en fait connaît du monde, que ce soit du côté plutôt de la com, parce qu'elle est quand même proche de pas mal de journalistes. C'est quelqu'un qui est dans un réseau assez restreint de personnes influentes. Donc, en fait, c'est ça qui compte. Mais c'est un peu comme le reste du remaniement, c'est-à-dire qu'on a mis des personnes qui vont appliquer la politique que le gouvernement va vouloir appliquer, et non pas des personnes qui vont réfléchir à ce que leur ministère représente. Voilà, je pense à... c'est dans la ligne droite de ce que représente Attal aussi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va appliquer et non pas avoir une véritable volonté créative autour de ce qu'il pourrait mettre en place pour la France. Et en fait, voilà, elle est à l'image de ça, c'est-à-dire... alors, elle a été plus maladroite que les autres et c'est peut-être celle qui s'est fait le plus tomber dessus dès l'arrivée, j'ai envie de dire. Mais en réalité, si on regarde tous les portefeuilles ministériels qui ont été donnés dernièrement, ils sont à peu près, enfin, ils sont tous autant de casseroles et tous autant de potentialités de n'absolument pas connaître
la signification de leur service, quoi. Donc, on est sur un service public au niveau 0, au niveau de l'État, quoi. Ouais, c'est un petit peu la grande bourgeoisie, c'est pas nouveau, mais c'est la grande bourgeoisie au pouvoir et c'est un petit peu ce que tu disais, mais qui le cache mal, quoi. Avant, il y avait cette volonté de dire quand même les personnes qu'on met en place ont déjà un peu baroudé dans le domaine pour lesquels on les nomme. Alors, ça ne voulait pas forcément dire qu'ils étaient bons là où ils étaient, mais on essayait un peu plus de dire qu'ils avaient un ou deux galons pour pouvoir prétendre à ce poste. Et là, c'est même pas le cas. Donc, c'est terrible. Et ça montre un mépris aussi envers ce que représente le service public, d'une manière générale, je trouve. Oui, bah des gens qui n'y participent pas et qui finalement, croyants mais pas pratiquants, c'est un petit peu dérangeant. Gabriel Attal, c'était son cas aussi, hein, qui est de l'école alsacienne, je sais pas quoi, moi je connaissais pas tout ça. C'est tout dans le même quartier, hein. L'école alsacienne, c'est à côté de Michelet, c'est à côté d'Assas, c'est à côté du parc du Luxembourg. Je connais bien, j'y ai fait mes études. Vu que à l'école alsacienne? Non, j'étais en histoire de l'art à la Sorbonne, rue Michelet, donc juste en face, à côté de l'Institut Slave. Et on les voyait, les enfants en fait, de 6 à 18 ans, ils ne sortent pas de ce périmètre-là. Et avec un peu de chance, ils passent à Assas. Donc en plus, ils restent dans ce périmètre-là. Et pour les plus aventureux, ils vont dans le quartier latin pour faire des lettres, quoi. Mais c'est vraiment... Et du coup, c'est vraiment un microcosme, quoi. Moi, j'avais des gens avec moi en cours qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais été manger à la cantine, puisqu'en fait, ils habitent dans le bâtiment qui est en face de l'école. Et tu te dis, mais... Ok, même pas la cantine. D'accord, ok. Mais tes parents, ils travaillent, oui, donc qui te fait à manger? La personne qui nettoie. Ok. Ah, bien sûr, évidemment. Donc Quelle question. Bon, on n'est pas tous dans le même monde, manifestement. On a un torrent de bonsoir dans le chat. Hugo Kako, bonsoir, bien sûr. Zien Famous VS, bonsoir à toi aussi. Tourmaline, bonsoir. Girondi du Sud, bonsoir. Quel plaisir. N'hésitez pas à échanger avec nous dans le chat, bien sûr. Et du coup, je voulais en profiter d'avoir évidemment un prof. La parole est rare de Basile dans les médias, bien sûr. Donc précieuse. Et donc, c'était pour savoir un petit peu ton regard sur l'uniforme. L'uniforme à l'école qui a été un petit peu annoncé en grande pompe avant par Gabriel Attal et là qui est repris par Amélie Oueda Castera. Je suis obligé de regarder mes notes parce qu'elle a un nom un petit peu compliqué. Mais voilà, est-ce que tu portes un regard ou est-ce que tes collègues, est-ce que vous en parlez? Est-ce que pour vous ou pour toi, l'uniforme c'est une bonne chose? Je connais l'argument, mais je l'ai assez rarement entendu autour de moi sur l'uniforme qui gommerait les inégalités ou créerait une espèce, je sais pas, d'image collective d'établissement. Bon, dans les faits, en fait, ça va assez vite dans le sens où on peut le balayer. On sait que c'est faux. Enfin, il y a plein de pays qui ont l'uniforme. On sait que ça ne gomme absolument pas les inégalités sociales. On sait que par exemple, en Angleterre, il y a des façons de porter l'uniforme qui sont des marqueurs sociaux importants. Oui, en fait, et puis c'est juste comment dire, c'est très idéologique. C'est vraiment un marqueur parce que l'argument de l'uniforme, on le retrouve très traditionnellement à l'extrême droite et dans une partie de la droite conservatrice. Donc, je trouve que finalement, en mettant comme ça en avant l'uniforme, dans la continuité du discours de Macron qui a émergé depuis grosso modo les émeutes de cet été, c'est-à-dire voilà ce discours de l'ordre, de toutes ces choses-là, finalement l'uniforme c'est très logique. Mais après, quand on voit dans les faits, parce que finalement tout va assez vite, ça pose beaucoup de questions. On va dire plus pratique qu'autre chose. En fait, sur le fond, bon bah voilà, c'est une revendication historique de la droite réac. Il leur donne ça, c'est clairement un marqueur politique. Clairement, ça va servir à rien. Et là, surtout, ce qui commence à ressortir. Enfin, là, j'ai pas, genre, je saurais pas le comptabiliser, mais j'ai quand même vu un peu sur Twitter ou dans l'actualité ces derniers jours, localement, vu passer pas mal de consultations locales d'établissements qui s'étaient au départ dit volontaires, mais je pense où ils se sont dit bon, on va quand même demander aux élèves au cas où. Et là, ça sent pas très bon. En fait, il y a plusieurs établissements qui s'étaient portés volontaires qui disent finalement nos élèves sont massivement contre, donc on va pas le faire. Et donc voilà, je pense que clairement, ni chez les profs, ni chez les élèves, je pense pas qu'il y ait une volonté très forte
d'avoir cet uniforme-là. Et oui, clairement, enfin, ça va servir à rien, quoi. C'est-à-dire, en plus, visiblement, ce qui nous ressort, c'est quand même assez moche, hein, on va pas se mentir, mais oui, Ça puis n'aide pas. enfin, moi, je trouve que c'est dommage, justement, à un âge, l'enfance et surtout après l'adolescence et la fin de l'adolescence où les jeunes sont un peu en quête d'identité et la façon de s'habiller, alors, qui est pas non plus totalement individuelle et originale, mais entre guillemets, on peut dire qu'il y a des formes d'uniformisation sociale qui existent, mais ça fait partie, voilà, bon là, c'est ma discipline de cœur, la sociologie qui ressort quand je dis ça, mais voilà, les jeunes, ils s'imitent entre eux, ils s'habillent de certaines façons, mais ça fait aussi partie de la construction de leur identité. Et là, en leur mettant juste tous un polo moche toute l'année, bon, bah, ça sert à rien, quoi. Enfin, Mais en ouais, c'est ça, plus, ça sert à rien. est-ce que ce serait pas la disparition quand même d'un patrimoine culturel unique, très important, c'est-à-dire le gang des babos, évidemment, qui portent tous des sarouels, le gang des métalleux, le gang des goths. Voilà, ça serait quand même assez triste de perdre tout ça. Et J'avoue que j'enseigne dans un établissement où ça existe assez peu, ce truc-là. C'est beaucoup plus uniforme. J'ai l'impression d'être très vieux quand je disais qu'à mon époque. Mon époque, c'était pas comme ça maintenant. Mais voilà. Je veux pas rajouter 100 balles dans la fente de la droite, mais il y a un argument qu'ils n'utilisent pas. Et qui en fait est pour moi l'argument principal à la question de l'uniforme quand on regarde les raisons pourquoi à l'international la plupart des pays, parce que la majorité des pays en Asie par exemple demandent à leurs enfants de porter l'uniforme de la primaire au lycée. En fait c'est une question sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a une obligation du coup d'avoir un vêtement propre toujours. Et en fait, cette obligation-là, si elle ne peut pas être remplie par les parents, la plupart des pays, du coup, en fait, l'école voit ça comme un des premiers facteurs de la manière dont est élevé l'enfant et de sa santé. Alors évidemment, ça crée d'autres problèmes parce que notamment, la question du genre devient aussi extrêmement marquée dans la question du port de l'uniforme, parce qu'il y a la question de la jupe, du pantalon, du short, de ce genre de choses. Mais ça, c'est un des arguments que j'ai entendu nulle part, alors que c'est pour moi le seul argument qui aurait potentiellement permis au public de pouvoir avoir un avis plus ou moins positif sur la question de l'uniforme, et ils ne l'ont même pas utilisé. Ouais. Parce que l'argument sociologique, évidemment, on le sait, ne fonctionne pas, d'autant plus qu'on sait d'ores et déjà que ce sera un achat à faire par les parents et non pas des vêtements offerts par l'État, ce qui rajoute du coup à cette question-là. Alors évidemment, ça veut dire qu'ils pensaient faire des vêtements moins chers que d'acheter un jean ou des choses comme ça, mais ça reste quand même un achat à faire par les parents. Et quand tu es une mère qui élève seule ses enfants, par exemple, bah, tu ne vas pas en plus rajouter des vêtements qu'ils portent dans la vie de tous les jours, d'autres vêtements qui seront plus difficiles à pouvoir acquérir. D'autant que les chaussures ne sont pas prises en compte. Or, on sait aussi que les chaussures, ça fait partie des vêtements les plus chers qu'on puisse acquérir. Donc, la question sociologique, elle est là. Mais moi, vraiment, je suis très étonnée du fait que la question sanitaire, qui est la première question pour bon nombre de pays sur la question de l'uniforme, n'est jamais abordée. Je trouve ça dommage qu'ils n'arrivent même pas à pouvoir formuler leurs propres arguments, quoi. Donc, je leur offre. Et puis qu'ils n'hésitent pas à l'utiliser du coup. Mais on a effectivement l'impression que c'est plus une manière de conforter l'électorat conservateur en disant écoutez voilà les jeunes ont fait n'importe quoi, ont tout cassé dans les banlieues nanani avec les révoltes urbaines et donc on va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, on va les obliger à mettre des uniformes, on va les fliquer, on va les contrôler. Et peut-être c'est une référence qui va plaire à Basile, mais ça fait un petit peu surveiller et punir de Michel Foucault, quand même, où la question de l'uniforme et de la manière dont on contraint les corps, et on les oblige à s'afficher dans l'espace social d'une manière prédéterminée, finalement c'est aussi voilà, c'est un contrôle social qui s'impose sur une jeunesse qui est vue, je pense, par le gouvernement comme trop tapageuse et trop dangereuse. Bon, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle peut rester dangereuse en uniforme. C'est ça qui est intéressant, je pense. C'est-à-dire que c'est vouloir prétendre à contrôler une population par son apparence, ça ne change pas ce que la population ressent au fond d'elle. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont de mal à concevoir. Ouais, c'est vrai.
Je vous Moi, propose... Oui, vas-y. j'avoue, juste pour finir sur l'uniforme, que vu les coûts annoncés, le fait que ce soit parfois pris en charge par la collectivité, parfois pas, comme tu disais, enfin, moi, je pense que ça sent le truc qui, à terme, ne se fera pas. Vraiment, ça sent le truc où, là, ils vont faire des expérimentations, je crois que c'est jusqu'en 2026. Les élections sont un an après, donc je pense que ça va un peu traîner sur les expérimentations, puis je pense qu'ils enterreront ça après, en disant bon, on verra après la présidentielle, et puis après la présidentielle, on sera passé à autre chose. Enfin, moi, je sens venir le truc du, voilà, ce sera un beau truc de com, il y aura quelques établissements par-ci par-là qui le font, puis ça sera terminé, quoi. Ouais, un truc de politica insupportable pour essayer de grappiller quelques voix chez les conservateurs, quoi. Bon. Ouais, clairement. Je vous propose qu'on passe un petit peu au gros morceau du soir, à la pièce maîtresse de nos discussions, c'est le mouvement de révolte du monde agricole qui se fait sentir. Alors, les écolo-bobos satanistes mangeurs de bébés végétaux, vous êtes contents ou pas? On a énervé les agriculteurs? Voilà, plus sérieusement, la droite et l'extrême droite font feu de tout bois, là, depuis environ une semaine, même si c'est une connerie qui grondait, hein, je sais pas. Moi, ça fait, y a pas si longtemps, là, vers Noël, je suis monté voir ma belle famille dans le Vercors, et tous les panneaux étaient à l'envers. Alors du coup, j'ai demandé, mais pourquoi tous les panneaux sont à l'envers, machin, et en fait, c'était déjà les jeunes agriculteurs, notamment, un des grosses organisations, qui avait mis tous les panneaux à l'envers des communes pour dire on marche sur la tête et tout ça. Après Tours aussi. Ouais, bah, je pense que c'est un peu partout. Alors, tu te balades et puis t'as les noms à l'envers. Mais là, en tout cas, c'est passé à un autre stade, puisque depuis une semaine, ça bloque différents grands axes. Là, aujourd'hui, enfin, encore une parenthèse, il y a plein de photos qui ont circulé là, sur Grenoble, où les gens faisaient du vélo sur la rocade. Voilà, parce que tout était bloqué par les agriculteurs. Il y a plein de Grenoblois, évidemment, qui ont sorti leur vélo, ils n'ont pas pu s'en empêcher. Et ils sont partis faire du vélo sur la rocade et tout, ça avait l'air trop sympa. Et donc voilà, ils envahissent un certain nombre de lieux symboliques. On a vu un certain nombre de manifestations de violence, notamment un bâtiment qui a été soufflé par une explosion, un bâtiment public hein, qui est chargé de surveiller que les normes environnementales soient bien suivies. Et on a aussi un certain nombre d'actions envers la grande distribution qui sont mises en place. Donc la revendication principale des agriculteurs, c'est là où on va peut-être en discuter un petit peu plus profondément, mais d'un côté, il y a celles et ceux qui disent, ben voilà, on vit avec 800 balles par mois alors qu'on se crève 12 heures par jour, ce qui est une réalité terrible, et qui est une vraie réalité. Hein. Et en fait, la grande distribution prend des marges scandaleuses, et t'as un petit peu le team un peu plus FNSEA, mais on en parlera un peu tout à l'heure, qui est, oui, il y a trop de normes environnementales, les écolo-bobos nous embêtent, en plus les véganes, nanani, enfin ça part un petit peu dans tous les sens. Et donc la première question que je voulais vous poser, donc, c'est que justement la droite et l'extrême droite essayent de canaliser un peu la colère des agriculteurs en les renvoyant vers les écologistes. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous fait réagir? Basile, si tu veux. Dit comme ça, je saurais pas, mais c'est vrai que on va dire que la diversité des revendications du mouvement est assez, représentative de la grande diversité des agriculteurs. Si on regarde économiquement, sociologiquement, c'est une catégorie qui est très hétérogène, qui est très très composite, alors que, et c'est un peu le paradoxe, dans les catégories socio-professionnelles de l'INSEE, c'est de très loin la plus petite en fait. Je crois que c'est 1,5%. Ouais, c'est ça, 1,5% de la population d'emploi. Enfin, c'est vrai, en fait, à l'échelle de la population française, c'est très très peu de monde. Mais effectivement, et puis quand tu regardes, il y a des écarts de niveau de vie qui sont énormes. Et donc évidemment, ceux qui sont tout en bas de l'échelle, ils vont plutôt être sur les questions à juste titre financières, économiques, parce que c'est d'un moment il y a ça qui joue, et après il y a aussi la question des normes. Alors c'est là où c'est un mouvement un peu difficile à manier politiquement, et où chacun, effectivement, pour revenir sur ta question, chacun va un peu y prendre ce qu'il veut. Et effectivement, oui, la droite et l'extrême droite, ils vont pas trop aller sur la question des marges des grands distributeurs et sur la question financière, donc ils vont privilégier, oui, les normes, etc. Ce qui est d'ailleurs en partie assez hypocrite, parce que notamment la droite, on va dire la droite en tout cas, qui est censée être la droite classique, plutôt libérale, ils votent les accords de libre-échange, ils votent les normes ils votent les
les textes européens qui sont la cause de beaucoup de ces normes-là. Voilà, après, alors il y a aussi des normes qu'on peut quand même, je pense, considérer comme très positives, mais voilà. Après, oui, il y a une forme, je pense, de récupération politique du mouvement, mais oui, je sais pas où je fais avec ça, mais oui. Non, en fait, ce que je voulais dire, je vais peut-être être plus explicite, c'est que, par exemple, je crois avoir vu Xavier Bertrand, je crois avoir vu un certain nombre de responsables politiques, notamment d'extrême droite, qui disaient oui, mais en fait, les agriculteurs, ce qu'ils en ont marre, c'est les écolos. C'est les écolos qui leur disent de pas manger de viande, qui mettent en danger le fondement économique du système agricole français. Voilà, je sais pas, toi, Armeline, si ça te fait réagir. Oui, qui les empêche de creuser des bassines, des super bassines aussi pour l'agriculture. En fait, il faut regarder qui prend part à ce mouvement et qui parle dans les médias aussi. Parce que quand on parle des agriculteurs, déjà, il y a ceux qui sont les propriétaires terriens, il y a ceux qui sont actifs dans la production, puis après, tu as les ouvriers agricoles. Et les ouvriers agricoles, c'est un peu les grands oubliés puisqu'ils sont pas du tout sur les piquets de grève. Eux, ils continuent de bosser dans les champs pendant que du coup les responsables font la grève en fait. Donc en fait, c'est pas du tout une grève qui vise à bloquer leurs moyens de production. On n'est pas du tout là-dessus. D'ailleurs, la FNSEA n'est pas du tout dans ce type d'optique quand ils font des actions. Ils font plutôt des actions coup de poing avec du coup leurs moyens, mais pas forcément bloquer leurs moyens de production. Donc voilà. Ce qui montre leur proximité aussi avec une certaine part de la politique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour changer complètement un système, ils sont là pour faire valoir certains points de revendication. Et sur la question de l'écologie, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que moi, je connais quelques personnes qui sont dans ce mouvement agricole et qui sont, par exemple, des petits producteurs bio et qui, eux, en fait, demandent à ce que, par exemple, les marges soient vraiment moins grandes avec l'industrie et aussi à ce qu'on reconsidère le local. Ça veut dire ne pas faire juste de la promotion en mode acheter local, mais c'est-à-dire mettre en place des moyens pour que les produits locaux arrivent jusqu'aux consommateurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que c'est bien beau de dire aux gens d'acheter local, mais si on dit aux gens pour acheter local, faut se déplacer dans la ferme, ils n'auront pas le temps avec leur travail à côté. Donc voilà. Et parmi toutes ces revendications-là, c'est pas du tout celles qu'on entend à la télévision, c'est pas du tout celles qu'on entend du coup dans les médias, mais c'est celles que moi je vois passer sur mes réseaux sociaux parce que j'ai des réseaux sociaux qui sont assez axés évidemment, et je trouve ça intéressant de voir cette dichotomie en fait dans le discours porté. Et puis, il y a aussi cette question est-ce que les écolos empêchent les agriculteurs de faire leur travail? Est-ce que les véganes empêchent les producteurs de bovins de faire leur travail? On sait bien que non, c'est-à-dire que c'est vraiment hyper minoritaire, mais comme c'est très médiatisé, là, aujourd'hui encore, il y a une action écolo au Louvre qui est ultra médiatisée, alors que ça arrive une fois tous les ans. Et on va en parler pendant une semaine et on va faire venir plein de faux spécialistes qui connaissent même pas le sujet historiquement ou sociologiquement pour condamner ces actes de violence. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va dire aux écolos que c'est des actes de violence qu'ils font contre les agriculteurs, alors que derrière, il y a des agriculteurs qui sont escortés par la police pour aller jusqu'à une préfecture, jusqu'à un service public pour foutre le sbeul, quoi. Sachant qu'évidemment, tous les agriculteurs qui se sont mis au soja depuis quelques années se frottent les mains. le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Ceux qui ont senti le vent tourner avant les autres. Ouais. Il faut bien le dire. Bonsoir Nico Demorand qui nous fait la joie d'apparaître dans le chat et qui nous dit excellent titre de l'émission, qui nous a fait la joie de descendre de sa tour d'ivoire, aka la tour de la maison de la radio, manifestement, pour venir nous faire un petit coucou. Et ben justement, il y a Basile qui l'a un petit peu évoqué, donc je vais rebondir là-dessus. Donc il y a une sorte de guéguerre politique aujourd'hui qui joue dans l'espace médiatique pour tenter de s'attirer les faveurs du mouvement agricole, puisque la droite LR et l'extrême droite essayent de faire un petit peu oublier, alors tu l'as mentionné Basile, qu'ils ont voté tous les accords de libre-échange depuis un certain nombre d'années, notamment avec le Brésil, et là récemment, si on se rappelle bien, avec la Nouvelle-Zélande, qui produit énormément de kiwis, qui produit énormément de fruits et légumes, notamment. Donc ce qui est justement le cœur du sujet de ce qui met en danger les agriculteurs, puisque cela engendre une concurrence avec des produits importés de pays avec très peu de normes environnementales parfois, un droit du travail qui est aussi parfois très faible, et surtout, alors ça, encore parenthèse, je vous raconte un peu mes vacances,
je suis parti l'été dernier en Écosse pour visiter un petit peu cet endroit. Et je suis parti avec un agriculteur qui fait lui, des agneaux et des brebis. Et en fait, il hallucinait là-bas de voir les champs hyper verts, hyper fertiles de brebis et d'agneaux. Et en disant, mais en plus, ils ont même pas le loup ici et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux lutter, nous, les petits agriculteurs français? Quand, en fait, là-bas, c'est un champ immense, quoi. C'est un pays, c'est un champ. Et ils ont pas de loup, ils ont pas un certain nombre de problèmes. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ce regard-là. Mais pardon, je me suis un petit peu égaré. Et donc, quel regard est-ce que vous portez sur cette tentative de la droite de faire un petit peu oublier qu'ils sont au cœur du problème qui vient toucher et impacter les revenus des agriculteurs français? Et ben, Basile, si tu veux, ou Armeline, comme vous voulez. J'essaie de réfléchir un peu, mais disons que je pense que le mouvement prend une ampleur, et puis il y a aussi quelque chose, je dirais, où c'est un mouvement pour lequel je pense, bon après, c'est difficile de s'exprimer au nom de l'opinion générale, mais c'est quand même un mouvement qui, a priori, devrait bénéficier de la sympathie d'une large part de la population, indépendamment de leurs idées politiques. Enfin, finalement, voilà, qu'on soit a priori de droite ou de gauche, bon, quand il y a les agriculteurs qui disent oui, bon bah, on a du mal à faire notre travail et on gagne pas assez d'argent, a priori, je pense que tout le monde peut, d'une manière ou d'une autre, compatir à ça. Donc oui, politiquement, il y a clairement intérêt à pas se mettre le mouvement à dos et à se donner cette image-là de le soutenir. Il y a aussi le fait que faut pas oublier que, enfin après, c'est encore une fois, comme c'est toute petite partie de la population, c'est toujours compliqué dans les sondages d'avoir une image assez claire, mais c'est quand même traditionnellement plutôt une population qui vote historiquement à droite, les agriculteurs, en tout cas en majorité. Donc oui, la droite a intérêt aussi à garder leur faveur, parce que c'est aussi un peu une partie de leur électorat, parce que la FNSEA aussi, historiquement, c'est une organisation qui est très puissante et qui a ses réseaux, encore une fois, plutôt, enfin, qui est toujours très écouté des gouvernements de droite ou des gouvernements libéraux. Donc oui, je pense que entre guillemets, cette volonté de récupération-là, elle est assez logique de la part de la droite, là où peut-être, sans vouloir décaler le débat, mais là où peut-être à gauche, je pense qu'historiquement, les agriculteurs, on a un peu plus de mal à cerner la problématique. Et notamment, tu parlais tout à l'heure, j'avais pas vraiment répondu à ta question, mais la question des écolos, c'est vrai que quand on regarde un peu les premières réactions des responsables écologistes, mais même d'une manière générale de gauche, il y a un petit peu une problématique à répondre. Tu as ceux qui sont un peu traditionnellement opportunistes, qui se jettent dans la bataille directement, et puis tu as ceux qui commencent à dire oui, bon, attendez, ne vous trompez pas d'ennemis, etc. Et qui sont peut-être pas très audibles en disant ça comme ça, quoi. Mais oui, en tout cas, sur la question de la droite, je pense que c'est assez logique, en fait, qu'ils aillent dans le sens du mouvement, parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait, finalement. Ouais, mais par rapport justement à cette hypocrisie, parce que la droite, elle est libérale, et finalement, les premières victimes du libéralisme sur un plan pécuniaire très, très concret, c'est les agriculteurs. Est-ce que toi, ça te fait réagir, Armeline? En fait, c'est la question d'à qui appartient la terre. La question, Basile l'a évoqué, sociologiquement et historiquement. D'ailleurs, Marx le disait, la paysannerie ne fait pas partie du prolétariat. Et dans la paysannerie, à l'époque, on peut remettre en contexte historique et tout ça, hein, mais du coup, c'est le monde agricole dont on parle. Parce qu'en réalité, ils ont leurs moyens de production et ils produisent en fonction de ce qu'ils veulent produire, ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est plus le cas parce que maintenant, il y a des instances industrielles qui se sont mises en place et qui se sont mises sur le marché agricole, qu'il n'y avait pas quand il y a eu la première rédaction de ce type de texte. La question, c'est du coup, à qui appartient la terre? Qu'est-ce qu'on fait de la terre? Et est-ce que quelqu'un qui travaille sur une terre a le droit, du coup, de la maltraiter pour le bien de la production, alors que cette terre n'appartient en soi normalement à personne. La question, c'est est-ce que tu as le droit de marcher sur le champ de ton voisin
pour traverser la rue ou est-ce que tu es obligé de faire le grand tour? Normalement, bon, un bout de terre, c'est un bout de terre. Mais en même temps, vu qu'on met en place la question de la propriété privée, je vais loin, mais après, je vais m'expliquer. T'as pas envie que quelqu'un rentre dans ton jardin pour pouvoir aller plus vite de l'autre côté de la rue, par exemple, tu vois. Ouais. C'est un peu la même chose qui se met en place. La question, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une droite qui, historiquement, est liée, en fait, à ce monde paysan et agricole parce que, politiquement, il n'y a jamais eu de mise en place, du coup, d'une vraie référence du prolétariat agricole. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont essayé de la mettre en place, et par exemple, je pense à tous ces mouvements de la part des Verts dans les années 80, début des années 2000, où ils essayaient vraiment de se rapprocher du paysan. Mais en fait, ça ne fonctionnait pas parce que ça n'a pas été théorisé et ça n'a pas été mis en place et il n'y a pas eu de travail de fond, de fait. Et du coup, c'est des petits collectifs, des petites communautés qui se sont mises en place et pas du tout un travail de fond sur la question de l'industrie agricole. En fait, du coup, le fait que le syndicat principal de ce milieu-là soit lié à des politiques libérales est logique, même si en fait ça leur empathie. C'est-à-dire que puisque du coup les voix qui vont sortir de ça vont quand même avoir des liens forts avec des industriels. Quand on voit que alors je sais pas si j'ai le droit de dire des noms de marques, mais je crois que c'est Candia qui a la majorité du coup des productions laitières de France. Et du coup, évidemment, on demande aux personnes qui produisent de correspondre à un cahier des charges qui parfois est impossible à tenir. Et ce genre de choses, en fait, on n'a pas réussi, nous, à gauche, à pouvoir faire comprendre justement à ce milieu agricole qui font aussi partie du prolétariat et que donc, ils peuvent défendre leur... En fait, ils se doivent de défendre le prolétariat avec la gauche. Et ça, on a du mal à le théoriser, je trouve. Alors, ça, pour lancer un petit peu le débat, c'est vrai qu'il y a quand même un mouvement de fond qui appartient vraiment, je pense, aux Verts, non pas à Europe Écologie, mais aux Verts historiquement, avec notamment la figure de René Dumont. René Dumont qui n'était pas un agriculteur, mais qui était un agronome, qui a beaucoup travaillé et théorisé ces rapports de domination sur la terre, sur la nature, entre les hommes, etc. Et qui avait été candidat... avec René Dumont, parce que c'était peut-être celui qui est le plus décrié au sein même des Verts, parce qu'il était trop à gauche pour le reste de l'organisation déjà. Il est décrié auprès d'Europe Écologie, les Verts. Mais les Verts historiques adorent René Dumont. D'ailleurs, le coup du verre d'eau, machin, c'est rarement la frange droite qui va le faire. Alors, je me fais juste un petit peu le relais du chat. Hugo Kako qui nous dit il faut aussi avoir en tête que c'est un mouvement européen, effectivement. La Belgique est bloquée, ainsi que l'Allemagne. Je crois qu'en Suisse, il y a un certain nombre de mouvements aussi. Et c'est un mouvement qui est en train de se diffuser au niveau européen. Et d'ailleurs, c'est un petit peu logique, puisque les normes sont aussi au niveau européen. Et Hugo Capot nous dit aussi, en fait, le cœur du problème, c'est la concurrence des produits sur le marché agricole. Oui. La FNSEA et la droite s'efforcent d'escamoter ce fait au profit de la question des normes de l'écologie punitive. C'est un petit peu ce que j'ai essayé... L'enjeu de ma question, c'est que finalement, la question majeure, c'est les marges, à mon avis, c'est les marges que se font les grandes surfaces et l'industrie agroalimentaire sur les produits agricoles. On voit qu'il y a eu une inflation absolument majeure, incroyable, de tous les produits agricoles, qui n'a jamais eu de conséquences sur le prix auquel les agriculteurs pouvaient vendre leurs produits. C'est-à-dire que l'argent, il est bien parti quelque part, et l'argent, il est parti dans les poches d'Édouard Leclerc, là, je sais pas quoi, qui vient sur tous les plateaux pour nous dire qu'il fait des efforts de ouf pour qu'on paye pas trop cher les produits. Alors, je continue sur les messages du chat, parce qu'on a un chat très actif aujourd'hui, ce qui est très bien. Je vous rassure que le studio de la matinale n'est pas dans la tour centrale, c'est Nico de Moran qui nous dit ça, c'est la direction. On n'est que des petits producteurs de l'information, bien sûr, Nico, on te croit. Et on appelle l'Arcom, effectivement, tu as cité une marque, j'espère que cette marque nous enverra 10 000 € pour cette sponsor involontaire. Surtout que je suis végane, donc je bois pas de lait. Mon Dieu. Les agriculteurs doivent te détester. Sauf ceux de soja, bien sûr. Exactement. Écoutez, j'ai une autre question pour vous. La tristement célèbre Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, aussi appelée la FNSEA, sous la houlette, rappelons-le, du millionnaire répondant au dono de monsieur Aurélien, je crois, Rousseau,
a semblé dans les médias être à l'origine de la mobilisation. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est positionné. Alors, est-ce que, si vous savez pas, on pourra passer à une autre question, parce que moi, je suis pas un expert non plus. Mais c'est quoi la FNSEA? Il représente qui, finalement? Moi, je dirais enfin, de ce que j'en connais, parce que je connais pas trop l'histoire de ce syndicat, mais ils ont quand même, enfin, historiquement, la FNSEA, je sais qu'ils ont plutôt tendance à représenter les agriculteurs de grosses exploitations. Mais après, j'avoue que je connais pas leur histoire ou d'où ils viennent exactement. Ouais, toi, tu vois, t'as des infos, Armeline, moi, j'avoue que je sais pas trop non plus. La FNSEA, si je ne me trompe pas, c'est un regroupement du coup d'exploitants qui se sont créés pour pouvoir faire jouer justement leur position sur la question du marché industriel agricole. Donc, c'était plutôt des gros exploitants. Et en fait, ça mettait en commun, initialement, c'était pour mettre en commun les forces agricoles françaises face à la question de l'exploitation industrielle. Maintenant, c'est un regroupement de plusieurs agriculteurs qui est censé représenter la majorité, d'ailleurs, il me semble, des agriculteurs français, puisque du coup, c'est une question d'adhésion à cette fédération. Mais je ne suis pas hyper experte. Ce qu'il faudrait regarder surtout, et ça serait intéressant, c'est quand est-ce qu'ils se sont créés, dans quelle optique, quelles ont été leurs premières revendications, et est-ce qu'ils suivent toujours ça aujourd'hui? Et pour le coup, je n'en sais rien. Je ne me suis pas renseignée sur cette question avant de venir à ce live. J'aurais dû. Non, mais parce qu'il faut dire une chose, il y a quand même, mais vous l'avez dit au début, mais parmi les agriculteurs, il y a quand même des agriculteurs qui sont très différents. Voilà, il y a un petit peu des clichés. Par exemple, il y a les grands céréaliers de la Beauce, de l'Île-de-France, qui, profitant du grand mouvement d'exode rural, finalement ont mis la main sur des terres immenses qu'ils exploitent avec beaucoup d'intrants, c'est-à-dire avec beaucoup de pesticides, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un peu l'image d'Épinal de l'agriculteur. En fait, il y en a plein, et qui dépendent de dynamiques économiques extrêmement différentes, et que notamment ces grands céréaliers de la Beauce, des grands éleveurs dont la ferme aux 1000 vaches, à côté de Tours, qu'on connaît de sinistre réputation, eh bien, c'est pas du tout les mêmes. C'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent. C'est des gens qui sont bien positionnés dans un tissu économique dont manifestement le chef de la FNSEA est un bon représentant, et qu'en fait, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont pas du tout dans des situations précaires où ils doivent gagner 800 € par mois. Ce qui est le cas pour beaucoup d'autres agriculteurs qui ont des petites parcelles, qui ont 3 à 4 hectares en pente, qui arrivent à sortir difficilement un salaire avec 10 vaches. Parce que, en fait, c'est beaucoup d'agriculteurs qui sont dans cette situation. Et peut-être je me trompe complètement et on va se faire insulter partout sur les réseaux, mais je crois que la FNSEA représente principalement ces grands agriculteurs. C'est ceux, en tout cas ceux qui ont le pouvoir dans cette structure. C'est ceux qui ont des pouvoirs de décision sur ça. la question du marché agricole. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je viens de Normandie, j'ai une cousine qui est mariée avec un de ces céréaliers. Et la question, c'était de ne pas faire en sorte que les ouvriers agricoles et les propriétaires de petites parcelles à l'époque rejoignent des syndicats. Hugo Capot nous dit dans le chat, la FNSEA, c'est un syndicat très massif. En fait, c'est un peu comme le MEDEF, dirigé par des super riches, mais à la base, il y a beaucoup de petits propriétaires, beaucoup de petits exploitants qui sont un peu bananés par leur direction, qui sont des gens très riches, quoi. En fait, ce qu'il faut aussi mettre en perspective, tu en parlais, mais en fait, il y a une question, tu disais, les céréaliers, ce sont des producteurs. Ils ne sont pas considérés comme agriculteurs. Donc déjà, le terme est important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit des terres qu'ils donnent, et ils récupèrent du coup les produits des agriculteurs, et ils leur redistribuent une partie de ce qu'ils ont produit en valeur marchande. Ah ouais, c'est un peu des seigneurs féodaux, là, ce que tu décris. Exactement. Et en plus, tu as la question des ouvriers agricoles, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les plus riches, ce n'est pas les céréaliers, c'est les producteurs de fruits et légumes, puisque sur leur parcelle, principalement, ce sont des ouvriers agricoles, qui sont principalement issus de l'immigration. Mais les plus riches, c'est pas les vignerons? Les vignerons sont considérés comme producteurs de fruits et légumes. D'accord. Ok, tu vois, ça m'étonne pas tant que ça. Littéralement. Mais oui. Mais en fait, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que si tu regardes les plus pauvres, je crois que, je sais plus où j'ai lu ce graphe, je crois que c'était dans l'IB cette semaine ou quelque chose comme ça. Mais en gros, ceux qui gagnent le moins d'argent, c'est les producteurs d'animaux.
C'est vraiment la production de viande où eux, ils se font complètement bananer par le système puisqu'on fait venir de la viande de l'étranger qui est de moins bonne qualité, donc moins chère. Et vu que le prix de la vie est cher, les gens vont plutôt se diriger vers ce type de viande-là ou de produits animaliers-là. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que du coup, on en veut aux véganes et aux écolos, comme tu disais, de rompre en fait leur travail et de les empêcher de travailler, alors qu'en réalité, c'est principalement parce que la viande vient du Canada ou de la Nouvelle-Zélande maintenant. Ouais. Donc voilà. Et du Brésil pour le poulet, mais oui. Brésil. Carrément. Ouais. C'est vrai que j'avais regardé tout à l'heure, justement, un peu pour avoir quelques faits en tête, une étude de l'INSEE qui a quelques années, c'est des données 2017-2018, quelque chose comme ça. Et effectivement, dans ceux qui étaient le plus en bas, c'était les bovins, les producteurs de bovins, essentiellement. Mais depuis longtemps, en fait, c'est vraiment une production qui est dans une situation de précarité extrême en France depuis des années. Ok, oui, c'est intéressant et pour le coup, à titre personnel, c'est un peu plutôt ces agriculteurs que je connais, notamment mes voisins directs, qui ont une dizaine de vaches laitières. Bref. Oui, du coup, voilà, pour rebondir, je fais cette petite comparaison. Ça va un petit peu loin, cette histoire de « en même temps », puisque la FNSEA, et notamment ce monsieur Rousseau, qui est le jumeau maléfique d'une autre Rousseau qu'on connaît bien, qui s'appelle Sandrine. Les blagues ont été faites dans le chat actuellement. Ouais, c'est pour ça. C'est un peu comme si Sophie Binet était en même temps à la tête de la CGT et en même temps patronne de LVMH. Il y a un truc qui est un petit peu fou et qui est un petit peu contradictoire, quoi. Bon. Alors voilà un petit peu les demandes de la FNSEA que je suis allé chercher. Donc c'est utiliser les pesticides librement à proximité des habitations, ne pas protéger forcément les zones humides, déployer les méga bassines, ne pas forcément respecter les règles de jachère. Aujourd'hui, un champ est laissé en jachère pour que la terre en fait regagne de la richesse pendant un an. Enfin bref, ça dépend. Ne pas réguler les émissions des élevages industriels. Et voilà, et peut-être que vous avez des connaissances là-dessus. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a pour vous d'autres syndicats ou d'autres regroupements d'agriculteurs qui seraient plus légitimes pour porter les revendications des agriculteurs, en tout cas plus représentatives, puisque manifestement la FNSEA ne l'est pas. Moi, je sais qu'il y a la Confédération paysanne. Après, je sais pas dans quelle mesure ils peuvent être considérés comme représentatifs. Enfin, je veux dire dans un sens, ne serait-ce que statistique du terme. Mais oui, dans tout ce que tu décris, en fait, on retrouve clairement la logique ultra-productiviste qui pose énormément de questions. Et Armeline t'en parlait tout à l'heure un petit peu sur la question de la gestion, y compris des biens communs, de la terre, parce que en fait, là, tout ce que tu décris, c'est des choses qui vont clairement abîmer la terre. De manière potentiellement irréversible, quoi. Donc après oui, au niveau des organisations, moi j'avoue qu'un peu comme tout le monde, je connais que la Confédération paysanne, qui a fait le choix d'ailleurs après plusieurs jours quand même, ça n'a pas été immédiat, de rejoindre le mouvement. Ouais. Et d'ailleurs de rejoindre le mouvement comme la CGT sur des bases précises avec certaines revendications qui sont clairement pas celles que tu viens de dire, clairement sur d'autres bases, à ce qu'on disait tout à l'heure, notamment les questions financières, les questions de revenus. Mais oui, après, j'avoue que je connais pas énormément d'organisations pour le coup, plus paysannes dans l'approche. Toi, Armeline, est-ce que... Ouais, vas-y. Je suis allée sur les internets pendant que Basile parlait. Du coup, je suis sur Le Point actuellement. Ouais. Voilà. Vous saurez tout. Alors, Le Point, envoyez-nous 10 000 € désormais parce qu'on vous a sponsor. Voilà. C'est dangereux d'aller sur Le Point. La sponsor aujourd'hui, on finance la chaîne, ok. Alors, du coup, il y a bien la FNSEA. Effectivement, tu as même une section jeune de la FNSEA. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant parce qu'en réalité, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui quittent leurs études pour rentrer dans le milieu agricole. C'est vrai. Notamment des jeunes qui viennent du milieu de l'ingénierie ou de la pharmacie qui lâchent tout et c'est un vrai mouvement, donc c'est assez intéressant. Tu as les jeunes agriculteurs, donc c'est un regroupement qui sont alliés à la FNSEA. Tu as la coordination rurale qui apparemment fait partie des organisations les plus présentes sur les points, en fait sur les ronds-points et sur les points de blocage. Okay. Donc assez forte, qui a 21,54% des voix lors des dernières élections du milieu agricole, donc qui est assez forte.
Et eux, ils sont pour des blocages concrets et rapides. Donc voilà, c'est leur mot d'ordre. Je n'ai pas d'autres mots d'ordre écrits par Le Point, qui fait vraiment pas très bien son travail, du coup. Je plaisante, donnez-nous l'argent. Et t'as la Confédération Paysanne, donc ça, on en a parlé. Et puis, t'as le MODEF. Donc, en fait, je viens de tomber dessus, je trouve ça intéressant. C'est le mouvement de défense des exploitants familiaux. Qui représente 1,89%, donc c'est vraiment Pas lourd. assez petit en réalité. Mais pour eux, c'est vraiment la question de la détresse du monde agricole et de la question en fait de l'accès aux soins et à la psychologie. Ce que je trouve assez intéressant parce que c'est vrai que le milieu agricole et rural fait aussi partie de ces milieux où on ne prend pas vraiment en compte l'accès aux soins et aussi l'accès aux services publics. Je crois qu'il y avait une étude qui était faite, donc comme vous l'avez dit, c'est ça représente un petit pourcentage de la population active, le milieu agricole en réalité en France. Mais en fait, c'est là où majoritairement les femmes sont victimes de violences. Je crois que c'est un truc genre plus de 70% des victimes de violences en France sont des femmes issues du milieu agricole et rural. Ah bon. Donc, par exemple, l'accès aux soins et ce genre de choses et aux services publics est hyper important dans ces milieux-là. Et il y avait un super podcast sur ça, justement, fait par Les Couilles sur la table, sur la question de qu'est-ce que c'est d'être une femme dans un milieu rural agricole quand tu es paysanne et femme d'une manière générale. Donc voilà. Donc il y a le MODEF, apparemment, 89%. Je ne connais pas leurs revendications, mais ça me semblait intéressant à dire. Alors, le modèle, j'en avais entendu parler. Il me semble que c'est eux avec eux, qu'organise le Parti communiste des distributions, de vente directe de fruits et de légumes en Île-de-France. Ça me dit quelque chose. Tous les ans, je crois qu'ils font ça. Et il me semble que c'est avec le MODEF. Et oui, parce qu'il y a donc la Confédération Paysanne qui est, je crois, plutôt orientée, je mets des énormes guillemets, mais à gauche, qui est plutôt dans l'idée de créer une agriculture un petit peu de demain qui soit respectueuse de l'environnement, parce que c'est un enjeu majeur pour les agriculteurs, parce qu'ils vivent du pays, littéralement. Donc si le pays change et s'il y a beaucoup plus de stress hydrique, toutes les conséquences du réchauffement climatique, ça va impacter en premier lieu les paysans et donc le paysage. Et qui rassemble beaucoup de producteurs qui essayent de faire un petit peu différemment et qui essaient de limiter les intrants, donc en fait les pesticides et différentes méthodes qui permettent de régénérer la terre plus vite qu'elle ne le ferait naturellement. Donc voilà, ils essaient de trouver un équilibre et donc c'est intéressant qu'ils rentrent aussi dans ce mouvement-là et tentent de porter des revendications qui sont peut-être plus mesurées. En tout cas, à titre personnel, je pense qu'elles sont plus mesurées dans le sens on veut plus aucune norme, machin, ça semble pas tenable, cette histoire. Raisonnable par rapport aussi à la question de nos échéances au niveau mondial. C'est-à-dire, on peut pas... si du jour au lendemain, on dit, en fait, en France, ils ont décidé qu'on venait un peu à enlever toutes les réglementations sur la question de la production agricole, alors que, en fait, on est à un moment... on n'est même plus à un moment charnière. Je veux dire, on a dépassé le moment charnière tellement ça va pas très, très bien au niveau écologie mondiale. Je pense sincèrement que ce serait aussi pas très très bien vu par d'autres pays ou d'autres organisations. Et pour le coup, c'est pour ça aussi que ce type d'organisation qu'on entend peu parler dans les médias, mais qui font quand même partie des débats et des invités par Gabriel Attal, vont peut-être apporter plus de revendications concrètes à tout ça, quoi. Je voulais rebondir sur un autre truc qu'on a pas mal entendu dans les médias, et donc vous interrogez un petit peu là-dessus. C'est qu'on a beaucoup entendu dire, alors, disclaimer, je veux pas dire ouin SVP, les CRS taper sur les agriculteurs, c'est pas le sujet. Mais effectivement, il semble que le mouvement social actuel subit en fait absolument aucune répression policière, alors qu'on a été habitué à ce que les écologistes, les luttes syndicales, les luttes populaires, les grands mouvements aient été réprimés avec une énorme dureté, avec énormément de violence ces dernières années. Et effectivement, là, on constate que c'est pas du tout le cas pour un mouvement qui pourtant va bloquer des autoroutes, ce qui est pas du tout anodin. Bloquer des autoroutes, ça a des conséquences économiques, ça a beaucoup de conséquences. Notamment... Ils ont fait péter une bombe quand même. Ils ont fait péter une bombe. Sans victime. Mais bon. Sans victime, bien sûr, mais c'est pas rien. À s'attaquer à des préfectures en France, très compliqué.
si vous avez déjà fait une manif, je sais que vous en avez déjà fait, dès qu'on s'approche de la préfecture, il y a un mur en fait, il y a Dark Vador en face et tous ces séides et c'est impossible d'avancer. Ce qui n'a pas du tout été le cas avec ce mouvement, donc je pense que c'est intéressant, mine de rien, d'essayer de se poser la question. C'est, à votre avis, c'est quoi, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de traitement finalement? Vas-y, Basile. Bah, honnêtement, je me suis posé justement, j'ai un peu essayé de réfléchir aujourd'hui, je me suis posé la question. Déjà, il y a quand même, enfin, je repense j'ai pas vu l'interview en entier, mais j'ai vu le fameux extrait qui a beaucoup tourné de l'interview de Darmanin au JT de TF1. Et bon, j'ai plus la citation en tête, mais il y a clairement un deux poids deux mesures, mais très assumé, ce qui est assez fou, parce que à la limite que dans les faits, la loi ne soit pas appliquée de la même manière pour tout le monde, c'est pas quelque chose de très nouveau. Mais là, c'est quand même présenté de manière très très assumée. Alors après, ce que ça signifie, est-ce que c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que c'est quand même au départ grandement lancé par la FNSEA qui a déjà plutôt les faveurs, on va dire, du courant politique qui est actuellement au pouvoir. Je ne sais pas exactement. En tout cas, je m'étais posé la question et j'avais un peu des embryons de réponse, pas forcément comparé aux mouvements sociaux récents, mais plus, par exemple, aux émeutes suite à la mort de Naël ou ce genre de choses-là, où là, clairement, je pense qu'il y a un biais qui est très clair sur la question, on va dire, de la France rurale versus la France des banlieues, où il y a toujours derrière il y a toujours il y a un fond de mépris de classe, mais il y a aussi une question de racisme. Enfin, je veux dire, c'est assez évident. Mais c'est vrai que comparé à d'autres mouvements comme les Gilets jaunes ou le mouvement des retraites, là, je saurais moins expliquer cette différence-là. Après, je sais que historiquement, le mouvement agricole, ça fait très longtemps qu'ils ont recours à ce genre de mode d'action. D'ailleurs, je sais plus, c'est des vagues souvenirs, mais il me semble avoir lu dans des bouquins sur la question que, au départ, si les CRS justement sont devenus ces espèces de Dark Vador suréquipés, c'était pour faire face à des mouvements d'agriculteurs dans les années 80, où bah forcément avec le matériel qu'ils avaient en face, il fallait être un peu plus équipé que devant des manifestants, les Sorbonnards de mai 68, mais devant les profs. Voilà, qui sont quand même, on n'a pas de tracteurs, malheureusement. Donner des tracteurs en prof. Ouais, c'est ça, il nous faut des tracteurs en fait. Ouais, bah, bien sûr. Et toi, Armeline, comment est-ce que tu vois cette différence? Pourquoi est-ce que on n'en voit pas le feu et le sang sur les agriculteurs? Ben, je pense que Basile a répondu à une bonne partie de la question. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait, il y a une volonté de leur dire qu'ils ne sont pas des ennemis de classe. Voilà. Et puis, concrètement aussi, ça me fait penser à une stat que j'avais vue il n'y a pas si longtemps où, en fait, dans les milieux ruraux, actuellement, la police n'est pas si mal vue. Parce qu'en fait, la police, c'est un peu ton voisin, c'est le mec qui arrive avec sa voiture quand t'es en rade sur le bord de la route et il faut changer ta roue. Bon, bah, il va baliser un peu, il va discuter avec toi. Vous allez peut-être boire un pastis le week-end ensemble. Enfin, voilà, il y a un côté aussi de ce rapport-là à la police dans les milieux ruraux et agricoles qui est pas du tout le même que le rapport qu'on peut avoir dans les grandes villes ou dans les zones urbaines. Et du coup, évidemment, ce rapport-là, ils en ont aussi besoin puisque dans l'image qu'on peut avoir des violences policières, des gens qui n'y sont jamais confrontés et qui potentiellement sont une partie de la population qui va défendre la police et aussi envoyer leurs futurs enfants, potentiellement se faire recruter, etc. Bah, en réalité, il ne faut pas trop leur taper dessus si on veut quand même pas avoir tout le temps les gens qui sont contre nous, entre guillemets. Il y a ce rapport-là où moi aussi je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que quand tu vois quand moi je parle à des amis qui arrivent à leur première manif en zone urbaine et qui viennent de milieux ruraux, et ben en fait ils comprennent pas parce que pour eux la police c'est pas ça. Et pour eux, les CRS, c'est pas ça, et les gendarmes, c'est pas ça non plus. Et en fait, on se retrouve avec cette question-là aussi. Donc, c'est pas du tout une réponse complète, mais je trouve ça intéressant
en fait, on n'a pas le même rapport de vie à la police quand on vient d'un milieu rural agricole que quand on vit avec des contrôles tous les jours, en sortant de ton quartier, avec la police qui passe tout le temps dans tes transports en commun, avec le racisme systémique que tu peux vivre quand tu es une personne racisée dans les zones urbaines. Enfin, voilà. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, il y a aussi un fait important, c'est que dans la ruralité, la plupart des rapports qu'on a avec la police, c'est pas n'importe quelle police déjà, c'est la gendarmerie. Et la gendarmerie, c'est pas tout à fait pareil que la police nationale ou que la BAC. La gendarmerie, bon, on en pense qu'on veut, ils sont pas, je dis tout blanc ou tout noir, mais il y a quand même un rapport qui est différent, une discipline qui est différente. Premier point. Deuxième point, les gendarmes, en tout cas en milieu rural, ont le temps. C'est-à-dire qu'ils sont pas sur des missions de répression, ils sont pas sur des enjeux de trafic de drogue majeurs, etc., comme dans les milieux urbains, et qu'en fait, du coup, ils prennent le temps aussi de parler avec les gens. Et c'est des gens qu'on connaît. Moi, j'ai grandi en montagne, mon voisin, c'était le gendarme du coin. Et c'était cool, quoi. La police rurale aussi. La police rurale qui est hyper importante pour ces milieux-là, qui va prévenir les incendies de forêt, qui va faire le lien avec les agriculteurs et les habitants en cas de problème d'eau, de machin. Enfin, en fait, c'est pas du tout le même rapport. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Du coup, à cette institution-là. En fait, ils sont plutôt sympas et ils nous aident. Voilà. C'est-à-dire que je pense que quand tu as ce rapport-là avec cette institution que représente la police ou la gendarmerie et qu'après tu vois les violences policières dans les banlieues, tu te dis bah oui, mais peut-être qu'ils l'ont mérité aussi parce que regarde, nous, ils sont pas méchants finalement. Et en fait, c'est pas une question d'être méchant ou gentil, c'est une question qu'il y a une volonté institutionnelle de mettre en place un certain rapport de force parfois et un certain rapport de lien à d'autres endroits. Je suis complètement d'accord. Et du coup, je me permets de relayer le chat. Hugo Kako qui nous dit, et c'était pareil au début des mouvements des Gilets jaunes, effectivement, au 3e acte à peu près, il n'y avait pas cette répression totale, puisque ça concernait, je pense, des électeurs à ce moment-là. Et en fait, vu des catégories, que ces catégories ont une image très positive dans la population, les agriculteurs, et qu'en plus, ils ont du matériel agricole, et effectivement, il y a un facteur important, c'est la frange de la population qui est la plus armée. Puisque bien souvent ce sont aussi des personnes qui chassent. Et bon, je sais pas si ça joue énormément, mais ils ont des armes, quoi. Et donc c'est assez compliqué, d'après Hugo Capot en tout cas, d'aller leur casser la gueule frontalement. Je suis pour qu'on donne du coup des tracteurs aux profs, mais pas des armes. Oui. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il y a aussi une vidéo où ils démontent tout le bitume d'un parking avec des gros camions. C'est assez impressionnant quand même, ce qui est en train de se passer. Mais oui, du coup, voilà, moi, pour donner aussi un peu mon opinion, je pense que le fait qu'il n'y ait pas une répression totale, c'est que les agriculteurs sont tout simplement extrêmement aimés et appréciés dans ce pays, qui sont une part importante de l'électorat, notamment macronisme, mais aussi de la droite et de l'extrême droite. On se rappelle tous les câlins réguliers que fait Macron aux chasseurs. C'est une frange, on va dire, la France un petit peu conservatrice, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, c'est souvent un cliché, mais en tout cas, qui est vue comme conservatrice et qui vote plutôt à droite. Et donc la répression, ça va pas de la même manière. Mais c'est une question qui reste en suspens, parce que est-ce que ça va durer ? Si les autoroutes sont encore bloquées longtemps, c'est un peu comme avec les Gilets jaunes. Au début, ça passait encore, mais dès que ça a été trop long ou trop difficile à absorber par le pouvoir, la répression s'est imposée comme à tout le monde, mais pour l'instant, ça dure, en tout cas. Après, la FDSEA vient de lâcher pas mal de l'Est aussi, et il y a beaucoup de ronds-points et d'autoroutes qui sont laissés parce que il y a eu le grand tour de Gabriel Attal, et du coup, comme il a serré toutes les pognes, tout le monde est en train de lâcher parce qu'il est venu et ils se sont sentis entendus. Et là, ça commence depuis cet après-midi. Ça commence à lâcher partout, on le voit. Donc, quels des agriculteurs vont rester ? Moi, c'est ça ma question. C'est qu'en fait, on va se retrouver peut-être avec justement cette division entre le milieu plus fortuné agricole et le milieu moins fortuné agricole qui vont peut-être trouver là un point de désentente sur les accords passés avec le gouvernement. Sans doute, et justement, puisque le 25 janvier, Sophie Binet, donc la secrétaire générale de la CGT, a appelé à se mobiliser en soutien avec les agricultrices et les agriculteurs. Il y a d'autres appels qu'on a vu un petit peu poindre un peu partout, les taxis, les routiers. Est-ce qu'on est à l'aube, Basile, d'un printemps social bien agité ?
Je ne sais pas, on peut peut-être l'espérer d'une certaine manière, mais ce qui est intéressant dans le fait que la CGT rejoigne, c'est qu'elle, enfin, l'argument qui a été choisi, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble, c'est justement de rejoindre sur la question du pouvoir d'achat et de dire finalement la question du pouvoir d'achat que pose la CGT, que posent d'une manière générale les syndicats depuis ces dernières années, le retour de l'inflation, bah, finalement c'est clairement le point de convergence avec en tout cas une partie du mouvement, la partie du mouvement qui se focalise pas ou pas uniquement sur la question des normes. Alors après, est-ce que la question c'est est-ce que ça va être suivi? Parce que là, pour l'instant, faut aussi être assez honnête sur le fait que l'appel de Sophie Binet, il reste assez vague. Il n'y a pas encore une grande journée de grève qui a été. Il n'y a pas encore un appel à une mobilisation concrète pour l'instant. On est plus sur presque un soutien de principe et l'idée d'appeler les adhérents à y aller, mais sous quelle forme, ça c'est pas encore déterminé. Après avoir, puisque souvent dans les syndicats, pour le coup, c'est pas une décision qui viendra de Sophie Binet ou du national, c'est des décisions qui viendront plus localement, dans les unions locales, dans les unions départementales. Donc, à voir concrètement sur le plan syndical ce que ça va faire, voir si les prochaines mobilisations prévues, je sais que nous, dans l'éducation, je crois que c'est que l'éducation, on en a une le 1er février, donc jeudi, qui est censée être une grande journée un peu que les syndicats de l'éducation aiment bien faire, un peu fourre-tout, conditions de travail, réforme, pouvoir d'achat, etc. Dans quelle mesure ça va rejoindre le mouvement, ça il faudra le voir. Mais est-ce qu'il y aura un grand printemps social pour répondre à ta question? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'espère que tu l'appelles de tes vœux, en tout cas. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Et toi, Armeline, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité de convergence des luttes? Bah, en fait, c'est assez intéressant ce qui se passe, je trouve, déjà actuellement. Je trouve qu'on a un hiver assez social et assez mobilisé. Alors, déjà parce qu'il y a beaucoup de mobilisations un peu invisibles, mais même localement sur les questions de la Palestine, sur la solidarité aux migrants qui est en train de se faire. Ça, je trouve ça bien parce que ça montre qu'il y a quand même des efforts qui sont faits en dehors des grands mouvements nationaux. Donc ça, c'était assez intéressant en réalité. Alors, certes, encore une fois, ça reste restreint, réduit, mais ça permet de mobiliser, en fait, du coup, les militants en dehors des grands temps nationaux, ce qui est hyper important d'une manière générale. Est-ce qu'il y aura un printemps social? Moi, je pense que déjà, il faut voir d'ici 2 semaines où en est le gouvernement avec la question des agriculteurs. Si dans 2 semaines, les agriculteurs n'ont pas lâché, peut-être que va y avoir à ce moment-là, parce que la CGT ne fait pas un appel très axé, parce que je pense qu'ils essayent aussi de tâter le terrain et de voir ce qu'ils peuvent proposer comme type de revendications qui correspondent aussi à ce que revendique la CGT d'une manière générale sur l'industrie agroalimentaire, qui n'est pas forcément axée sur ce qu'attendent les syndicats majoritaires, tels la FNSEA des agriculteurs. Et sur la question du pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui parle un peu à tout le monde. Donc, il faut... je pense que c'est plutôt ça qu'ils essayent de voir. Mais moi, je serais curieuse de voir si d'ici 2 semaines, le mouvement continue. Je pense que déjà, on va se projeter sur le mois de février et après, on pourra parler d'un grand printemps social. Mais encore une fois, on a déjà eu plusieurs printemps sociaux sous Macron. Tous ont été alors, pas un échec en termes de mobilisation, au contraire, c'était des mobilisations très fortes, mais en tout cas, aucune revendication n'a réussi à se faire entendre, aucune victoire, et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut appeler de ses voeux, pas forcément le printemps social, mais que des revendications progressistes rentrent vraiment dans le jeu. Ouais. La question des européennes qui va arriver bientôt, et on sait comment les partis et les organisations peuvent être frileuses aussi à faire des grandes campagnes pendant des périodes électorales, donc il faut voir... comment on va réussir à mener tout ça, surtout. Eh ben, écoute, je pense que tu as raison, il faut qu'on vise, en tout cas, de manière générale, le mouvement social doit viser la victoire, et plus la mobilisation pour la mobilisation. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Je prépare une petite phrase. C'est un palais doré, adossé au faubourg Saint-Honoré. Ceux qui vivent là ont laissé la clé.
Donc, pardon, il y a quelques jours, aujourd'hui, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, alors j'ai pas eu la même info que toi manifestement, parce que j'ai vu ça tout à l'heure, les jeunes agriculteurs ont annoncé un siège de Paris dès lundi, à durée indéterminée. Et du coup, c'était mon ultime question sur ce mouvement. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce mouvement? Est-ce qu'il a une chance de perdurer? Ou est-ce que du coup, si la FNSEA obtient satisfaction, les agriculteurs vont rentrer chez eux, quoi? Basile. Armeline, t'en as déjà pas mal Oui. parlé. Moi, je pense que oui, clairement, le gouvernement est en train de se diriger vers le fait de répondre à des revendications qui sont clairement compatibles avec son propre agenda. On a entendu Marc Fesneau déjà commencer à dire oui, bon, ok, les normes, on va voir ce qu'on peut faire, on va essayer de simplifier tout ça, en sachant qu'en plus, y compris dans d'autres domaines, il y a déjà un discours un peu d'appel à la simplification des normes qui a été lancé par le gouvernement. Donc honnêtement, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais je pense très clairement qu'à un moment donné, il va y avoir, tu le disais tout à l'heure, une césure entre une partie du mouvement qui va être clairement satisfaite de ce que le gouvernement va faire, je pense à très court, moyen terme, hein, et une autre partie qui peut-être pourra rester mobilisée. Après, la question, c'est proportionnellement parlant, dans quelle mesure, enfin, que représente cette seconde partie du mouvement? Qu'est-ce qu'elle représentera en tout cas? Et comment elle peut durer dans le temps? Parce que là, bon, il est question de siège de Paris et tout ça, mais on est quand même sur des formes de mobilisation qui sont de manière ponctuelle, quand on a notamment les moyens qu'ils ont, faisables, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la durée. Enfin, je veux dire, ils peuvent pas bloquer les autoroutes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Au bout d'un moment, et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la question que, au bout d'un moment, le gouvernement va peut-être finir par vraiment envoyer les CRS, quoi. Donc, honnêtement, sur l'avenir, je sais pas trop. C'est dur à dire. En fait, ça va vraiment dépendre de quelle est la proportion de personnes mobilisées qui ne sera pas satisfaite de ce que voudra bien lâcher le gouvernement, quoi. Bon, eh bien, nous verrons bien. Du coup, je vous propose de passer au sujet suivant. C'est un petit sujet, un petit peu pour le kiff, hein. Pendant toute cette mobilisation, après, on vit toujours une inflation absolument dingue, après un mouvement contre les retraites, après, voilà, globalement, on perd tous des possibilités économiques. Les prix ont presque doublé quand même en 3 ans. Notre sérénissime président annonce de nouvelles casses sociales imminentes, il y a peu de temps au forum de Davos. Les députés, à l'exception notable de la France Insoumise, ont décidé d'augmenter l'enveloppe parlementaire de frais de mandat de 300 €. C'est la nouvelle qui est tombée la semaine dernière. Est-ce que tout cela est bien sérieux, Armeline? J'ai envie de dire, si jamais ils votaient massivement le fait d'augmenter le SMIC de 300 € et que du coup tous les salaires étaient augmentés d'un coup de 300 €, je trouverais ça tout à fait légitime vu l'augmentation des prix actuellement et l'inflation. Non, mais cette question, elle est drôle. Enfin, cette question, non, c'est pas la question qui est drôle, mais c'est drôle de voir ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où tout le monde est en train de dire... Là, il y a un article qui est sorti en Angleterre sur la question est-ce que les millénials mangent moins pour leur santé, alors qu'en réalité, ils mangent moins parce qu'ils ont moins la possibilité d'acheter à manger et qu'ils n'ont pas l'argent des moyens de production. Du coup, on a des personnes... on a un parlement, donc on a des personnalités politiques que l'on a élues pour nous représenter qui décident de s'augmenter. Voilà, moi je trouve que ça a un côté... je suis pas humoriste, mais si je l'étais, je pense que là, il y a du pain béni. C'est incroyable. C'est même... C'est un peu magique, en fait. Ça, je trouve comme coup de baguette. Surtout qu'en plus... moi, je m'attendrais à ce que les gens descendent dans la rue et réclament les 300 € à leurs élus. Et il n'y a personne qui se dit on va aller à la permanence de notre élu demander à ce qu'il redistribue la moula, en fait. Je sais pas, on est dans un espèce d'attentisme vis-à-vis de ça. Tout le monde a froncé les yeux en mode moi aussi j'ai bien envie d'avoir 300 €. Puis ça s'est arrêté là, quoi. Alors qu'en réalité, 300 € vu l'inflation, c'est... C'est oui. Pour un, je sais pas, un ménage moyen français, c'est
c'est pas tant que ça, mais c'est déjà pas mal et ça permet de voir un peu venir, quoi. Donc, c'est... Ouais. Moi, en fait, je suis plus scandalisée par l'attentisme général vis-à-vis de ça que par la résolution en elle-même qui me semble en fait complètement... Enfin, je veux dire, c'est lunaire, mais c'est dans leur bulle et de ce qu'ils imaginent être la politique. Hein. Donc, ça m'étonne pas d'eux, pour le coup. Ça m'étonne de nous, de nos réactions politiques. Ça m'étonne. Et du coup, Basile, voilà, nos, Ouais, nos parlementaires sont une élite déconnectée qui s'autopaye? Oui, ça, enfin, je pense que pour une bonne part, on le savait, mais pour agir un peu ce que tu disais, il y a, enfin, j'ai un peu l'impression que tout ce qui touche à ça, les frais de mandat, notamment des députés, ce genre de choses-là, c'est un peu devenu quelque chose qui scandalise à peu près tout le monde, enfin, en tout cas une majorité, mais qui est devenu finalement quelque chose d'assez banal. Bah, c'est comme ça, oh là là, ça nous énerve, mais bon, bah, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Et c'est vrai qu'on oublie un peu ce que tu disais, ce fait que bah, en fait, c'est nos représentants, c'est des gens à qui nous avons donné mandat, à qui on a donné, on a délégué notre souveraineté. Donc c'est vrai que ça pose question que ça ne débouche pas sur quelque chose de concret. Mais je pense que oui, c'est presque lié à une espèce de, je sais pas, de lassitude vis-à-vis du monde politique où bon, finalement, voilà, Ouais. les députés, les sénateurs, tout ça, c'est des gens dans leur bulle, c'est des gens déconnectés. Et puis, bon, finalement, on hausse les épaules. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, bon, pas grand-chose, quoi. Mais en tout cas, je pense que ça peut expliquer cette inaction. Mais c'est vrai que oui, on peut se poser la question de dire, bah, allez, parce que je calcule, si je dis pas de bêtises par rapport à ce que c'est au départ, on doit être sur une augmentation de quelque chose comme 5%. Enfin, c'est quand Ouais, même c'est pas, ça. même proportionnellement, c'est pas rien, quoi. Enfin, Oui, je veux dire, parce si que tous nos salaires augmentaient de 5%, bon. c'est un salaire à plus de 6 000 euros en net, hein, un truc comme ça. Mmh. Bon, bref. Donc, ouais, moi j'ai toute une théorie, mais je crois que je l'avais déjà partagée en live, mais je vous la repartage très rapidement. Je pense que il y a une stratégie qui est inconsciente ou consciente à l'Assemblée nationale qui vise à donner des privilèges bourgeois à l'ensemble des députés, à les faire goûter en fait à ce mode de vie bourgeois, notamment pour ceux qui voudraient changer le monde, les sociodémocrates, etc. Et donc qu'ils soient au fur et à mesure du temps, qui s'installent dans leur mandat, de moins en moins incités à vouloir un petit peu renverser la table, à vouloir repartager la richesse, tout simplement parce qu'ils goûtent à ce mode de vie très confortable qui est celui des bourgeois. Et du coup, il y a plein de trucs dont on parle pas, pardon, qui est par exemple le fait qu'à chaque fois qu'ils ont un déplacement, ils ont un hôtel qui leur est réservé, mais c'est pas une chambre d'hôtel classique, c'est une suite. Voilà. C'est plus ou moins une suite. Il y a des accords très réglementés qui sont faits avec l'Assemblée nationale qui réservent des suites au nom des députés. Donc, t'as beau être un député de gauche, t'arrives et tu demandes un hôtel, tu peux pas le formuler théoriquement. T'es obligé d'aller à l'hôtel Ibis et t'as le dernier étage loft. Vous voyez. Alors, à savoir qu'il y a deux choses. Historiquement, le salaire des députés, il était fait pour éviter qu'ils se fassent acheter par des lobbies. Hein, initialement, c'est ça. Ça a bien marché, ouais. Sur le papier, on est d'accord. Mais il y a aussi autre chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'on n'en parle pas, mais il y a beaucoup d'élus qui en réalité remettent une grande majorité, plus de 70% enfin non, c'est plus de 60%, 62%, un truc comme ça, de leurs revenus en tant que députés à leur organisation politique. Et ce qui permet à des organisations politiques de vivre, hein, voilà. Et en fait, ces revenus-là d'élus permettent à des sections locales de vivre. C'est le cas du Parti communiste français, hein, tout simplement, qui historiquement fait partie de ces organisations où en fait les députés et tous les élus remettent une partie de leur argent de mandat, une grosse partie de leur argent de mandat, même quand ils sont élus municipaux, hein, du coup à l'organisation politique. Donc bon, il y a ça aussi qui rentre en jeu, mais évidemment, c'est une partie minoritaire de nos élus et de nos parlementaires. Et puis oui, voilà, c'est ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'initialement, c'est quand même fait pour éviter que du coup, ils se fassent acheter par des lobbies. Sauf que quand on voit le nombre de parlementaires qui aujourd'hui sont eux-mêmes impliqués ou alors qui ont des parts dans des grosses industries françaises ou internationales, bon, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ces 5% d'augmentation de plus, quoi, pour éviter d'être en faveur des lobbies que de toute façon ils vont défendre vu qu'ils ont des parts dedans. Donc, voilà. Et tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un nouveau épisode conséquence d'une vie parlementaire compliquée de la fin de 2023. On en avait un petit peu longuement plutôt parlé. C'est la loi immigration.
Donc il semblerait que la loi immigration soit toute cassée puisqu'elle est passée par la case du Conseil constitutionnel qui en a censuré une grande partie qui était donc contraire à la Constitution et donc hors la loi, c'est son rôle. Est-ce que vous pensez, comme mon génial président de région Laurent Wauquiez, que l'Assemblée nationale et le Sénat devraient en tout cas avoir le dernier mot après une décision du Conseil constitutionnel? Non. Voilà, j'ai répondu à ta question. Mais non, mais enfin, c'est hyper intéressant d'avoir l'avis du Conseil constitutionnel qui reprend point par point. Je ne sais pas si vous avez lu le document, mais il est vraiment intéressant. C'est-à-dire que point par point, ils expliquent que par des questions d'humanisme, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et nos élus, donc au Parlement et au Sénat, ont voté pour ça. C'est-à-dire pour des lois absolument inhumaine. Et le Conseil constitutionnel arrive derrière et fait ça va pas être possible, les frérots. Genre vraiment non. Et je trouve ça vachement intéressant. Je trouve ça intéressant parce qu'en plus, moi, il y a une des parties du texte qui me faisait très très peur, c'est concernant notamment la question des mineurs migrants et en fait de leur désassociation de leur famille ou alors même de leur réaffiliation à leur famille. À un moment où on se retrouve dans une situation où un pays voisin comme la Suède renvoie des Palestiniens à Gaza alors qu'ils sont en état de guerre, et on se dit qu'on vote pour des lois comme ça au Parlement, moi, ça me faisait extrêmement peur. C'est-à-dire que je me disais qu'on se retrouvait dans des situations où on permettait toutes les atrocités. Et puis derrière, le Conseil constitutionnel rappelle qu'on vit en France sous une constitution qui est censée, supposer être humaniste. Donc c'est assez intéressant. Moi, je trouve qu'il y a un glissement, alors qu'on pourrait se dire, bon, c'est ironique et tout, mais bon, malheureusement, le sujet est quand même très dramatique, mais c'est presque ironique d'entendre des responsables de LR, qui est supposé être l'héritier de la tradition gaulliste, etc., s'en prendre à la Constitution de la Ve République et au Conseil constitutionnel, dont on sait qu'au départ, il a quand même été créé pour donner du travail à Michel Debré. Donc, à un moment, c'est quand même un glissement qui est clairement flippant de toute une part du spectre politique, puisque finalement, voilà, de concert, on a eu l'extrême droite, la droite conservatrice, réactionnaire, et puis même finalement la majorité, parce que l'argument qui consistait en gros à dire bon, on vote la loi comme ça, et puis le Conseil constitutionnel, ils feront le tri et tout, il n'y a pas de problème. Bon, quand même, c'est inquiétant hein, comme façon de faire. Enfin, le président qui est supposément être le garant de la Constitution, qui dit lui-même quasiment, bon, oui, je sais qu'il y a des trucs pas constitutionnels, mais vous inquiétez pas, le Conseil constitutionnel va faire le travail, alors que ça devrait être le travail de la majorité et le travail du président d'assumer, de dire, écoutez, on n'a pas la majorité pour faire passer un texte, et notamment le texte révisé, radicalisé très clairement par la droite au Sénat et à l'Assemblée, puis par l'extrême droite, hein, clairement, surtout sur le fond. À un moment donné, ils auraient dû assumer et dire, bon, écoutez, on fait pas cette loi, on recommence, on repart du début, on fait autre chose, on essaie de trouver des compromis. Mais oui, enfin là, c'est quand même un glissement qui... Bon, déjà, parce que malgré tout, la loi immigration, elle a été en partie censurée, mais je crois que c'est un tiers des articles, quelque chose comme ça, de mémoire. Enfin, c'est un peu moins c'est moins de la moitié. Du coup, elle est quand même passée. Enfin, là, ça y est, elle a été ratifiée officiellement, hein, si je dis pas de bêtises. Et enfin, je veux dire, sans même cette loi, quiconque s'est déjà penché sur des cas concrets, des droits des étrangers, la question d'obtenir des papiers, des titres de séjour, etc., c'est déjà une galère. Un chemin de croix, oui, bien sûr. Alors là, on ajoute, alors heureusement, il y a quand même des choses dramatiques qu'on évite, mais il y a quand même des choses qui s'ajoutent. On ajoute quand même beaucoup de difficultés à l'accueil et aux droits des étrangers en France. Et que en plus derrière il y a des responsables qui se permettent de dire oui bon finalement la Constitution tout ça est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu. Bon voilà, c'était quoi l'expression de Wauquiez, c'était le coup d'état de droit, un truc comme ça. Oui. Enfin, c'est quand même un glissement
qui devrait faire peur, ne serait-ce qu'à toute personne un peu démocrate et républicaine, comme on dit. Mais moi, c'est là où j'en veux énormément au gouvernement, c'est que finalement, ils ont créé la situation dans laquelle les LR et le Rassemblement national allaient être quasiment obligés de taper sur la Constitution. Puisque, en présentant un texte qui est manifestement contraire à la Constitution, en acceptant toutes leurs conneries, et en le présentant tout en sachant que ça va être censuré, ça permet de faire monter parmi la population, puisqu'ils représentent quand même un certain nombre de personnes, c'est des leaders d'opinion, le fait qu'il faut absolument changer la Constitution si on veut maltraiter les gens. Et vous voyez, j'ai l'impression que ils sont responsables aussi de la montée d'un mouvement qui serait contre la Constitution actuelle, et donc, en fait, soyons clairs, hein, contre les droits de l'homme et du citoyen. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Mais en fait, il faut regarder deux choses, c'est-à-dire ce que représente la Constitution pour les personnes politiques actuellement présentes au gouvernement, c'est-à-dire un frein en réalité à pouvoir mettre en place une économie libérale et antisociale qui permettent en fait au capitalisme et aux capitaux de s'enrichir. Hein. C'est juste ça, qu'on soit bien d'accord. Et de l'autre côté, quels outils ils utilisent pour justement contrecarrer cette constitution? Et l'outil, en fait, principal et dans le capitalisme actuellement, c'est les réactionnaires et l'extrême droite. Parce que, en fait, ces leaders d'opinion, comme tu le dis très bien et comme Basile l'a dit, en réalité, en fait, ils sont en train d'opérer, même plus en sous-marin, parce que maintenant, ils sont élus, ils parlent à la télévision tous les jours. Donc, avant, c'était en sous-marin, maintenant, c'est à la vue de tous et de toutes. Ils sont en train d'opérer, du coup, une transition dans l'esprit général et dans ce qui est en train de se passer dans notre pays, qui est arrivé dans toute l'Europe. C'est-à-dire que dans tous les pays d'Europe, les conservateurs se sont alliés, du coup, à la droite traditionnelle, et l'extrême droite s'est rattachée à ces groupements-là pour pouvoir obtenir des postes, pour pouvoir permettre au capitalisme de survivre. Parce qu'on est dans une situation où en fait on arrive à la fin de ce qu'on est capable d'exploiter. Et on le voit, c'est-à-dire du coup on ne peut plus exploiter la terre, on ne peut plus exploiter les hommes parce que dans nos pays on leur a donné des droits, du coup on va exploiter les hommes d'ailleurs. On va exploiter ceux qui ne sont pas nés ici. Et en fait, ce glissement-là, il est plus qu'être opéré là, dans ce qu'on voit dans la loi immigration. En fait, c'est un rêve de l'extrême droite et de la droite conservatrice depuis des années. Le nombre de textes sur la question de l'immigration qui ont été posés au Parlement et qui aboutissaient à des espèces de squelettes de produits politiques. Aujourd'hui, en fait, on arrive à un produit alors qui a été en partie par le Conseil constitutionnel revisité, mais on arrive à un produit qui en fait est une première porte. Et en fait, c'est ça le problème de la loi immigration, c'est que c'est pas une fin en soi, on le voit très bien. Il y a des liens très forts avec d'autres propositions politiques qui vont être faites très bientôt. On parlait tout à l'heure des agriculteurs, le fait qu'on autorise dans cette loi immigration une partie des immigrés à venir dans une question purement productiviste de travail. S'ils sont bons à travailler, ils vont pouvoir rentrer sur le territoire, avoir des papiers pour un certain temps avant qu'on les rejette. C'est quelque chose qui en réalité va vraiment aider certains exploiteurs de personnes. Et du coup, il y a des groupements de métiers entiers, comme les ouvriers agricoles, voilà, pour revenir sur le sujet d'avant, qui en fait font partie de ces personnes qui vont être exploitées. Et c'est de l'exploitation humaine pure, et c'est à ça qu'ils voulaient arriver. Et ça, ils vont y arriver, puisque c'est le début d'une suite de lois qu'ils vont mettre en place pour ça. En plus, ça fait longtemps qu'ils essaient de mettre ça en place, parce que alors, peut-être que vous vous rappelez, mais il y a environ 10-15 ans, l'extrême droite avait tenté, vous savez, ils créaient souvent des mots pour essayer de définir leurs démons et leurs épouvantails, et voilà, à cette époque-là, ils avaient tenté de faire passer comme une insulte le mot droit de l'homiste. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. Ça a jamais marché, parce qu'évidemment, c'est vraiment nul en termes de communication, et pour eux, droit de l'homiste était une insulte. Ah oui, vous les droits de l'homiste, vous êtes insupportables, etc. Oublions par là même que une des choses qui fait quand même la singularité de notre pays dans l'histoire mondiale, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, il y a des personnes qui ont été capables d'écrire ce texte magnifique que sont la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et qui, même si elle est critiquable, est quand même un socle humaniste absolument majeur.
dans notre histoire. Et voilà, ils tentent de s'attaquer à ce socle, ils tentent de s'attaquer aussi à nos traditions, à notre histoire, hein, parce que c'est quelque chose de très important dans l'histoire de France et l'histoire du monde, cette histoire des droits de l'homme. Mais ils réussissent avec le mot wokiste, par exemple. Ouais, Tu vois, voilà, ils l'ont transformé. C'est une déclinaison de ça qui vient pas de chez nous, mais c'est une déclinaison de ça. Oui, parce que le wokisme ou les wokistes, c'est des gens qui sont attachés au fait d'être tolérants et compréhensifs avec les autres, quoi. C'est ça. T'as le mot de bien-pensance aussi qui est beaucoup utilisé, qui a un peu cet usage-là aussi, quoi. Mais en tout cas, on voit bien leur volonté. Et j'ai un dernier sujet à vous proposer à la discussion ce soir, et non des moindres, c'est le débat autour de l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse. Justement, dans la Constitution, on fait une émission constitutionnelle ce soir, puisque jeudi 25 janvier, il y a un débat qui s'est ouvert pour inscrire donc l'IVG dans la Constitution. Ça a eu lieu à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, c'est un symbole ? Ou au contraire, c'est une avancée majeure pour le droit des femmes à disposer de leur propre corps? Je vais me permettre de prendre la parole en première, du coup. En réalité, je pense que c'est hyper important. C'est une vraie avancée de faire rentrer l'IVG dans la Constitution. Parce qu'en fait, on l'a montré, la constituante peut prendre la main sur une loi lorsque ça lui semble pas possible et contraire aux droits humains. Et donc, d'avoir cette dernière instance qui permette à une partie de la population d'avoir accès à ses droits. Surtout à un moment où on est en train de nous dire qu'il faut réarmer démographiquement la France, où il y a énormément de centres de planning familiaux et de centres d'aide qui sont fermés ou qui ne reçoivent plus de subventions pour raisons X ou Y et parfois pour la plus minime des raisons. Je sais que je sais plus où c'est en Indre-et-Loire, mais il y a un planning familial qui a dû fermer parce que eh bien ils ont à un moment ils ont changé d'opérateur internet et du coup l'adresse a été délocalisée et du coup il a fallu qu'ils rechangent toutes leurs adresses et tout ça a provoqué la fermeture d'un centre. Je veux dire, c'est quand même hyper grave. Enfin bref, ça me dépasse. Et puis en fait il y a une question aussi humaine, c'est-à-dire de permettre à 50% de la population de pouvoir avoir le droit sur son corps, c'est quand même hyper important. C'est un peu c'est bête à dire, mais en fait pour beaucoup de femmes c'est très proche d'un sentiment d'enfin avoir la possibilité d'avoir son mot sur sa santé aussi, que ce soit sa santé mentale ou physique. Et en fait beaucoup de personnalités politiques se rendent pas compte de l'importance que ça peut avoir, même pour des femmes qui n'ont jamais pratiqué l'IVG, de juste savoir que ça fait partie de la Constitution. Politiquement, c'est un geste hyper fort. Et moi, je voudrais juste revenir sur ce... en fait, ça a fait le tour des réseaux. Il y a un député LR qui a traité du coup les femmes députées de gauche d'hystériques dans l'Assemblée, en disant qu'elles desservaient justement le féminisme. Et je voulais juste avoir un mot là-dessus parce que en fait ça montre à quel point la droite a absolument aucune histoire politique et aucun souvenir politique. Enfin, rappelons quand même que Simone Veil était de droite, c'était pas une femme de gauche, qu'elle devait se battre contre ses propres camarades, je sais pas trop comment ils s'appellent dans les organisations de droite, mais pour nous on dirait camarades, et que en fait ces personnes-là qui la brandissent en étendard en permanence pour montrer à quel point pas du tout ils sont du côté des femmes et ils les défendront toujours. En réalité, ils les écrasent dès qu'ils le peuvent puisqu'ils n'ont pas de mémoire politique. Et ça, c'est assez fou. Voilà, et donc on ne dit pas au XXIe siècle à une femme qu'elle est une hystérique, puisqu'en réalité, ça renvoie à son rapport à son appareil génital et au fait que des médecins pendant des années ont pratiqué sur des femmes des choses abominables en les traitant d'hystériques, puisque du coup en fait l'hystérie serait une maladie qui viendrait de l'utérus, alors qu'en réalité c'est juste avoir parfois des mots plus forts que d'autres, comme n'importe quel être humain sur Terre lorsqu'il se sent acculé dans une certaine situation. Donc voilà, donc je voulais juste revenir là-dessus. Mais ouais, sur la question de la constituante, voilà, moi je pense que c'est hyper important. Et en fait, il faut que ça passe, d'autant plus vu la question du réarmement démographique et de tout le vocabulaire militarisant qu'on met sur le corps des femmes.
c'est affreux. Et je pense que voilà, c'est pour ça que c'est un débat d'importance qu'il faut suivre et de près. Et notamment la droite, et surveiller sa droite. Je te laisse la parole, Basile, si tu veux, mais juste à noter, entre petites parenthèses, que 13 députés ont voté contre, quand même. Donc 4 LR et 8 RN. Pas étonnant. Et une non inscrite. Qui ça étonne. Bon, voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Et effectivement, je pense que c'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte, si on ouvre un peu à l'international, ou dans énormément de pays, y compris la France, mais dans d'autres pays peut-être qu'on va dire que c'est plus avancé, ce droit-là et les droits des femmes d'une manière générale ont été très concrètement attaqués, remis en question. Et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une protection de l'ordre constitutionnel, alors je suis pas expert en droit constitutionnel, mais quand même c'est assez clair que ça va beaucoup aider. On voit bien comment aux États-Unis, alors je comprends pas trop le droit états-unien, c'est assez complexe, mais le fait que, si j'ai bien compris, le droit à l'avortement était protégé par une jurisprudence avant tout, et que du coup elle a pu être très facilement, elle a pu être détricotée par une Cour suprême ultra conservatrice, et que aujourd'hui, voilà, aux États-Unis, dans énormément d'États, surtout dans les États conservateurs, la situation qui était déjà pas forcément géniale au départ est de pire en pire. Donc oui, je pense que c'est hyper important d'avoir cette protection juridique-là. C'est d'autant plus important, comme tu disais, sur tout le contexte, parce que il y a la question du réarmement démographique. On parlait juste avant de la loi immigration. Les deux doivent évidemment être mis en parallèle. C'est-à-dire que, la base de la démographie, c'est que si on veut augmenter la population, c'est soit les naissances, soit l'immigration. C'est l'un ou l'autre. Et forcément, si d'un côté on dit on veut baisser l'immigration, mécaniquement pour le réarmement démographique, il reste plus qu'une seule option. Donc très très clairement, il faut le défendre, clairement. Alors après, peut-être que on en parlera après. Il y a ce double discours, donc une forme d'hypocrisie de la part du gouvernement, mais je pense que ça doit absolument. Je pense qu'il faut quand même, comme tu l'as bien dit, qu'à gauche, on soit assez ferme sur cette question-là et qu'on n'amène pas juste le débat en mode oh là là, ils sont hypocrites, ils disent ça en même temps, et qu'on défende très fermement cette proposition-là. Mais c'est une victoire à prendre. En fait, je pense que c'est ça aussi la question. C'est peu importe d'où vient la proposition. La question, c'est une victoire à prendre pour le progressisme et pour le droit dans ce pays. C'est quand même, c'est pas anodin. C'est-à-dire que il y a des choses qu'il faut protéger, surtout dans une situation où on ne sait pas quel type de loi ou de propositions vont être faites concernant les aspects familiaux ou sociaux. Quand on voit la manière dont sont menées les choses actuellement, on va quand même vers quelque chose qui est du terme de famille travail-patrie. Ça fait peur. Donc autant protéger ce qu'on peut protéger maintenant. Peu importe si c'est quelque chose qui est là pour mettre en valeur quelconque élu ou député qui a envie de se faire mousser auprès d'une partie de la population, etc. Peu importe, c'est pas la question, c'est que pour le moment, il faut sécuriser ça, puisque en fait, c'est beaucoup plus difficile d'enlever quelque chose qui est dans la Constitution que de changer une loi. C'est vraiment pas du tout la même chose. Et du coup, il faut pouvoir faire que ce soit une victoire. On va pas bouder, en tout cas, il faudrait pas bouder cette opportunité de sécuriser ce droit essentiel. Non, mais il faut souligner le fait qu'il y a une, comme dit Basile, que c'est complètement contradictoire. Ah, mais absolument. Il faut le souligner, mais par contre, il faut défendre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est le truc, c'est que les politiques, notamment notre gouvernement, avancent plus ou moins à vue, que c'est une promesse qu'ils avaient faite. Qu'ils sont là avec leur réarmement démographique, mais qu'un certain nombre de gens ont réussi à le mettre à l'agenda à ce moment-là, et de manière très intelligente. Et du coup, ça nous permet de sécuriser ça à un moment où, justement, les tentations pour prendre le contrôle du corps des femmes, il faut le dire, à des fins militaires, démographiques, étranges, se fait de plus en plus pressante. C'est le moment de sécuriser ce droit. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Et
on s'amène doucement vers la fin de cette émission. On a quand même parlé déjà 1h40 tous les trois, et bien sûr avec notre chat qui était bien en forme aujourd'hui. Est-ce que vous avez, vous deux, une actualité ou un fait de société, que sais-je, à nous partager avant qu'on fasse le tour des recommandations culturelles? C'est pas obligé, hein. Bah, la grosse actualité, moi, que je suis en ce moment, c'est la Palestine, parce que c'est important et parce que, en fait, ce qui est en train de se passer là-bas est terriblement inhumain et l'instance, la Cour internationale de justice vient de rendre son rapport, du coup, concernant la situation et a dit, dans ces termes que je trouve mais d'une aberration complète, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il y avait potentiellement, effectivement, un projet génocidaire de la part d'Israël, mais ils ne demandent pas un cessez-le-feu. Et en aucun cas, ils demandent à Israël de désarmer du coup l'armée qui se trouve à Gaza. Donc en fait, on est dans une situation où ils ont pris en compte la situation. Ils disent effectivement c'est en train de se passer, mais il y a rien de la part de la Cour internationale de justice pour en fait sauver les populations qui peuvent encore être sauvées à Gaza. Ni d'ouverture de frontières d'ailleurs, hein, puisqu'on le rappelle, mais en fait toutes les frontières de Gaza sont contrôlées par Israël, donc la population ne peut pas sortir. Elle est prisonnière et je trouve ça... c'est-à-dire qu'il y a un navire médical indonésien, ça fait 4 semaines qu'il attend sur les côtes de Gaza pour pouvoir venir en aide à la population et il n'a pas eu le droit du coup d'amarrer pour pouvoir aider la population. Donc on est dans une situation absolument ubuesque de la part de la Cour internationale de justice et qui remet aussi... en fait, c'est un tournant historique parce que ça remet un peu en balance la question des droits internationaux qui jusqu'alors étaient utilisés par les États-Unis et l'Angleterre comme des étendards de la démocratie internationale qu'ils veulent imposer dans tous les pays, etc., et qui en fait est un échec. Et c'est la preuve de cet échec. Donc c'est un tournant historique. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais c'est un tournant historique. Et du coup, voilà, c'est un peu le sujet que j'ai en tête actuellement. C'est vrai que derrière les atours de démocratie, comme tu l'as très bien dit, de porter la démocratie dans le monde, ou que sais-je, les pays puissants tombent un petit peu le masque, on voit leur vrai visage impérialiste qui se révèle et qui devient beaucoup plus clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Et toi, Basile, est-ce que tu as une actualité ou un fait que tu as envie de nous partager pour terminer l'émission? Ah, on t'entend plus. Ah, ça y est. On entend? Ouais, pardon, j'ai mes AirPods qui ont bientôt plus de batterie, donc j'essaie de les recharger rapidement. J'avoue que là, je réfléchissais, je regardais un petit peu en fait d'actualité. C'est vrai que je vois pas d'autres choses en plus. En fait, tous les faits d'actualité auxquels j'ai pu réfléchir ou discuter dernièrement, on les a abordés. Donc, j'avoue que j'ai rien à ajouter. C'est une étoile de plus à rajouter sur le blason déjà lourd de Minerva. Voilà, on essaie de balayer l'actualité tous ensemble le dimanche soir. Et ben écoutez, je vous propose qu'on passe à la dernière petite séquence de cette émission où on se partage un petit peu nos recommandations culturelles, histoire, voilà, ça peut être une BD, un jeu vidéo, un film, une émission de télé, moi j'ai souvent fait ça, qui vous ont intéressé, qui vous a captivé, que vous avez envie de partager avec nos viewers et nos nombreux auditeurs de podcasts et de replays sur YouTube. Peut-être Arbeline. Ouais, alors je crois que la dernière fois j'avais partagé une bande dessinée, mais du coup je vais rester dans la team BD. Moi je vais recommander, donc pour suivre un peu le sujet dont on a parlé aujourd'hui, il y a une bande dessinée qui a été illustrée par Maud Bénézit, qui s'appelle Il est où le patron ? Chronique de paysannes, et en fait c'est une bande dessinée qui a été conçue par les Paysannes en Polaire, qui est une association de femmes paysannes et qui parle en fait de la question de qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans le milieu paysan et agricole aujourd'hui, et qui aborde non pas seulement les sujets relatifs du coup à leur statut de femme dans ce milieu-là, mais aussi des sujets économiques un peu basiques dont on ne se rend pas forcément compte sur ce que c'est que d'acheter une ferme ou de récupérer une ferme, enfin ce genre de choses. Et c'est une super lecture, ça se lit très rapidement. Alors là, il y a marqué, il y a 176 pages, mais c'est de la bande dessinée. C'est très bien dessiné, c'est drôle, hein, c'est pas que dramatique, c'est aussi assez drôle, parce que ça retourne pas mal de situations, et je trouve que ça donne un regard assez frais aussi sur ce monde, sur le monde paysan et agricole.
Donc voilà, Il est où le patron, chronique de paysanne, c'est un beau bouquin, si vous pouvez vous le procurer. En plus, voilà, c'est une association de nanas qui fait ça, et c'est une super illustratrice, donc go. Super chouette, ça donne envie en tout cas de découvrir ça, parce qu'on se demande toujours comment est-ce qu'on rachète une ferme, ça a l'air très cher. Donc, Oui. Enfin, vous le découvrirez dans la bande dessinée, quoi. Il y ça a marche. plusieurs moyens de pouvoir rentrer dans le milieu de la paysannerie pour le coup. Bon à savoir. Toi, Basile, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? À part Oui, Codename, qui j'espère nous enverra 10 000 euros. Oui, c'est vrai que j'ai fait un petit placement de produit involontaire. J'ai réfléchi un petit peu, c'est, on va dire, à moitié dans l'actualité, puisqu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, les nominations pour les Césars. Et évidemment, parmi les films qui ont eu beaucoup de nominations, il y a Anatomie d'une chute, dont on a déjà parlé ici, il y a eu aussi des articles, des choses comme ça, notamment suite aux réactions que ça avait fait à l'époque de sa Palme d'Or. Big up Moi, à je voulais Lola d'ailleurs. Oui, et donc Anatomie du chute qui est très bien, mais moi je voulais recommander l'autre film qui a plein de nominations au César, qui est Le règne animal. Donc alors qui n'est plus au cinéma, hein, qui est sorti il y a pas mal de mois maintenant, mais qui est un film, alors donc j'ai oublié le nom du réalisateur, mais qui avait déjà fait un film il y a une dizaine d'années avec Adèle Haenel. Et donc Le règne animal, c'est un film français, je dirais fantastique, un peu de science-fiction sur les bords, où donc on suit Romain Duris et son fils. Et en fait, c'est dans un monde, on va dire, un futur proche indéterminé, où une partie de l'humanité connaît des mutations et se transforme donc progressivement, mute progressivement Ah oui, d'accord. en animaux, enfin en tout cas mi-humains, mi-animaux. Et donc, au départ, si les personnages sont concernés, c'est parce que la femme du personnage de Romain Duris, c'est donc la mère de l'adolescent, qui est quand même plutôt le personnage principal, dont on comprend qu'elle-même a connu des mutations, etc. Et le film est vraiment très intéressant parce qu'on reste toujours à leur niveau à eux deux. C'est-à-dire qu'on suit avant tout leur relation père-fils, le fait qu'à un moment donné, ils sont obligés de déménager dans le sud-ouest, je crois. Ils quittent l'Île-de-France pour aller dans le sud-ouest parce que est construit là-bas un espèce de grand centre slash hôpital pour accueillir un peu cette population-là. Et en fait, le sujet est très bien traité, cette question de la mutation, et donc à travers cette question-là, la question de l'animalité, l'humanité, la frontière entre l'humain et l'animal, c'est vraiment très très bien traité. Moi, j'aime beaucoup le fait que tous les aspects, on va dire, politiques ou sociaux, on va dire plus macro, sont traités, mais sans jamais passer ce qui serait un peu de la facilité. On n'a jamais, par exemple, un débat d'un faux CNews avec des défenseurs, etc. Mais tout passe notamment autour des amis du personnage principal, qui sont donc des lycéens. Et en fait, on voit beaucoup, ça passe par des conversations à la cantine. Il y a un de ses potes qui est dans une association qui défend les droits de ces personnes-là, finalement d'être reconnus comme des personnes à part entière, et quelqu'un d'autre qui dit que en gros, faut prendre un fusil et aller leur tirer dessus. Enfin voilà. Et donc après, voilà, il se passe tout un tas de choses. Je veux pas non plus trop en raconter. Mais je trouve que le film est vraiment très très bien réalisé. Les effets spéciaux sont super, enfin vraiment. Donc évidemment, c'est un mélange d'effets spéciaux pratiques et d'effets numériques, et vraiment c'est vraiment très bien fait techniquement. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de nominations du film qui doivent porter sur ça. Et c'est très bien réalisé, c'est très très bien joué. Et voilà. Et puis c'est filmé. Alors je sais plus dans quel coin c'est, mais c'est filmé sur place dans le sud-ouest. D'ailleurs, je crois que le tournage a dû être en partie interrompu à cause d'incendies de forêt. Voilà, donc la question écologique a rattrapé le tournage de ce film-là. En tout cas, voilà, si vous avez l'occasion de voir Le règne animal, c'est vraiment très très bien. Bah pareil, ça donne envie et ça ressemble un peu à une adaptation de X-Men à la française. Ah oui, c'est effectivement, quand tu connais, c'est dur de pas penser aux X-Men en voyant le film, même s'il n'y a pas d'histoire de super-héros. Il y a aussi, il y a aussi un autre comics qui s'appelle Sweet Tooth. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non. C'est un comics américain qui a été adapté il y a pas très longtemps sur Netflix. C'est pareil, en fait. Il y a des enfants, ils naissent et en fait, ils sont mi-humains, mi-animaux. Ok. Et on sait pas pourquoi ni comment. Et en fait, la population panique parce que, en fait, quasiment tous les bébés naissent mi-humains, mi-animaux.
Et du coup, ça pose plein de questions sur l'éthique et tout ça. Et c'est assez graphique. Donc, je le recommande pas à tout le monde, le comics. La série est très chouette parce qu'elle est très mignonne comparée au comics qui est assez gore. Donc, voilà. Avec les plus jeunes, les ados, plutôt Sweet Tooth et plutôt le comics pour les adultes, je dirais. Mais voilà. J'espère qu'un jour je pourrai devenir un homme-chat, conformément à mon rêve, bien sûr. Moi, ma recommandation, elle est voilà, assez connue, mais avec ma compagne, on s'est refait tous les 10%, qui est une série là, qui est disponible sur Netflix, donc qui met en scène des agents d'acteurs qui vont se battre un petit peu pour leur carrière, et il y a des histoires d'amour, et il y a des grands acteurs connus, et cette agence vit. Et il y a c'est des histoires humaines, c'est très amusant, très attachant, et ça montre un petit peu les dessous du monde du cinéma, d'un point de vue un petit peu business, d'un point de vue un petit peu humain aussi. Et donc c'est très chouette, elle est assez connue, mais je vous la recommande tout de même. C'est toujours un bon visionnage, toujours un grand plaisir. J'en profite pour vous dire que Minerva, on se retrouve probablement la semaine prochaine, mais avant ça, le jeudi 1er février à 20h, attention, sur Twitch, vous pourrez retrouver les membres de Minerva, vos préférés, donc Manel, Antoine, Hugo, Anaïs, qui nous font une émission spéciale. Donc je dois dire que le titre me rend très jaloux, car j'aurais aimé le trouver moi-même, qui s'appelle Lénine Stop ou encore, qui est une discussion sur l'actualité du communisme, donc à l'occasion du centenaire de la mort de Vladimir Ilitch Ulyanov Lénine. Et donc je pense que ça sera très intéressant. En tout cas, moi j'essaierai de la voir et de participer dans le chat avec en spécial guest mon invité spécial. Des questions techniques sur Lénine auxquelles ils peuvent pas répondre. Genre combien de chats avait Lénine, tu vois. Plein. Parce qu'il, comme tout homme de goût, il aimait les chats. Si je peux faire un dernier placement de produit non payé, puisqu'on parle de Lénine, il y a l'excellent hors-série de l'humanité Que faire avec Lénine, qui en tout, j'ai pas tout lu encore, mais qui est vraiment très très bien. J'ai pas mon Lénine avec moi, mais sinon lisez Kollontai aussi, c'est bien. Donc on a de nombreuses recommandations. Nous on se retrouvera dimanche prochain, donc jeudi 1er à 20h également pour celles et ceux qui le veulent. En tout cas, en attendant, passez une excellente soirée, une très bonne semaine. À bientôt dans les luttes, à bientôt dans la rue, et voilà, portez-vous bien. Bye 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 bye. À bientôt, merci. Salut. Bonne soirée tout le monde.